Jeff Fillion. OK, pour le live aujourd'hui, on a beaucoup de choses. D'abord, on prend un bout de Radio Pirate News de ce matin qu'on a fait pour nos membres. On a un sujet, c'est le sujet de l'Afrique du Sud. Je trouve que c'est un bon sujet, cette affaire-là. C'est sûr que c'est pas un sujet que vous allez entendre bien à LCN, mais c'est un sujet qui est parlé pas mal partout à travers la boule. Le Québec, c'est pas... Le Québec, c'est comme ça, là. Mais on a un sujet le fun qu'on jase avec Mr. White, qui est impliqué dans Patente, et Jerry, donc on fait ça. On a un peu plus tard Joe Hamel également. On a Max Truman de danslescoulisses.com, il vient faire un vestiaire avec nous autres. Et on lance le week-end avec l'aubergiste. Jeff Fillion. Ouais, il y a en bouche le gars de l'Afrique du Sud. Hey, les Africains du Sud, des hosties fous, là, on peut-tu le dire, là? Chris, le nombre de vidéos qu'on voit où ces gens-là calent pour le nettoyage des Blancs. Puis ça, on va vous dire en avance, je suis d'accord avec Adrien Pouliot, là. Adrien Pouliot a sorti tous les chiffres hier, je pense, sur X. La quantité de bouffe et tout ce que les fermiers blancs en Afrique du Sud font, c'est quasiment un pays qui est autonome. Demain matin, vous enlevez ça, là. Vous savez comment ça va finir, là. Ça va finir qu'on va avoir un spectacle de musique dans 25 ans pour de la bouffe pour l'Afrique du Sud, là. Vous savez que c'est ça qui va arriver, là. Vous savez que ces gens-là qui vont prendre les fermes, ils ne feront pas pousser rien, là. Non, puis ce que j'ai entendu, moi, dans des reportages, c'est que ça a été essayé. C'est juste que c'est pas des opérateurs de ferme. Ça vient, c'est historique un peu, là. Oh, regarde. Mais moi, je l'ai écouté au complet hier parce que je voulais me faire vraiment une idée là-dessus. Ça a duré 1 heure. Puis, écoute, c'est parce que c'est dur quand tu écoutes ça parce que toi, là, tu dis, ben là, j'imagine que tu... Ah, je l'ai juste fait là, le sujet. Je l'ai, Ryu. Moi, je te l'ai mis. Ah, tu l'as? OK, ben, je viens de le trouver. Peut-être que le tien est meilleur. On va aller voir. Ouais, plus ou moins. Le son est un peu lointain. Ah non, je te l'avais mis dans Twitter. Là, ah, OK. T'étais à la bonne place. OK. Bon, ça veut dire que c'est la même affaire. Donc, bon, on l'entend. And you're a beautiful looking guy. No, it's really, to be that tall, I think it's great. Come on up. Ce que Trump veut dire, c'est qu'habituellement, quelqu'un qui est grand de même, il est laid. Ah, ben oui, il est comme difforme ou ben non. T'sais. Exact. Ouais. Puis il dit, hey, you're tall like that and you're a beautiful looking guy. Ça voulant dire, habituellement, un gars grand comme toi, ça a l'air un peu cave. Ben, c'est un peu déformé. Là. Il y a 2 ans, il était un peu le même, Olivier Rio. Oui. Parce que je ne sais pas quel âge il est rendu, il doit avoir 17-18. Là. Mais quand il avait 14-15, on le voyait sur le court. Là, puis tu dis, ah ben ouais, OK, lui, il est comme... c'est bizarre un peu, il se déplace un peu les grands bras, puis tout ça. Mais là, tu vois que là, il devient un homme, puis lui, ça va être... je pense qu'il a un grand talent aussi, il n'est pas juste grand. Non, je pense qu'il est bon. Son coach, c'est ce que, regarde, il va demander au coach. It's good. Is he a good player? Getting there. Huh? Getting there. What a big advantage. Huh? What a big advantage. Is he a good player? Ouais. Ah, he's getting there. C'est le coach qui répond. Puis là, mon Ryu, il est là. Oh, oui. I'm getting there. Puis l'autre, il dit, hey, quel avantage, hein? Wow. Là, je ne sais pas s'ils l'ont fait déjà, mais moi, je connais les journalistes au Québec. Là. Je vais leur dire d'avance, là, laissez donc les parents d'Olivier Rio tranquilles. Là. Pourquoi tu penses que ça va aller là? Ben, voyons donc. Ils vont l'appeler, puis bon, tu sais comment ils sont, les journalistes. Ah, des hosties de malades. Juste... Ils n'ont pas écouté une game de basket de Levis. Ben non. De NCAA en plus? Non. Zéro. Tu sais même pas c'est où Florida Gator. Mais non. Tu sais même pas c'est quoi. Une équipe avec un alligator. C'est une gang de quétaines. Ils n'ont pas écouté la game hier Indiana contre les Knicks. Non, ben non, plus ça. Ah non, Jeff, juste une petite parenthèse, là. Une petite game de basketball. Tu sais, personne ne suit ça, la NBA au Québec, j'avoue. Non, je sais. Je parle de ça, le monde qui écoute, il doit me dire de quoi tu parles là. Non. Mais c'est en plus, c'est un game de hockey, là. Je le sais. Oui, c'est un game de hockey, c'est sûr. Mais, tu sais, juste te dire que les Pacers... Ils n'écoutent même pas le hockey. Ils n'écouteront pas le basket de la NBA. Ouais. Les Pacers d'Indianapolis, ils perdaient par... 17 points. 17 points, il restait comme 2 minutes 30 à jouer à game.
Ils ont fini par gagner en Ils prolongation. ont gagné la game en prolongation. Ils ont compté, tu sais, le net que tu vois juste dans un film, là. Ouais. Tu sais, c'est Ali Burton, c'est la grosse vedette des pays. Ballon dans les airs, il reste plus de Là, temps. il lance un 3 points. En réalité, il avait le pied sur la ligne. 3 points, il gagnait, tu sais, à la fin de la game. Là. Pas en prolongation, à la fin de la game. Donc, il lance le ballon, mais il met le pied sur la ligne. Pour le 3 points, c'est pas grave, c'est 2 points. Là, le ballon frappe le cerceau. Là, il reste Boum. plus de temps, là. Et là, il frappe le cerceau. Il le ballon rebondit dans les dedans. airs, puis il retourne dans Non. le filet. Tu veux faire un film de même, là. Puis là, C'est ils sont à New York. Hey, attends un peu, ils sont au Madison Square Garden. Ils arrivent en overtime. Ils ont gelé la foule au complet. Non, regarde. Parce qu'on a des playoffs. Oui, là, ils sont rendus Il reste 4 en équipes. demi-finale. Il reste 4 équipes. c'est ça. Comme le hockey. Exact. C'est 2 dans l'Est, 2 dans C'est à peu l'Ouest. près en même temps. Mais MSG, hier, là, ils ont gelé la place à grandeur. Fuck New York. Ah, Non, si. fuck New York. Ils ont gelé la place. Fuck Toronto, fuck New York. Mais tu sais, au basketball, si vous voulez juste écouter une game, là, écoutez une game des Pacers. Parce que c'est une équipe qui Sont le fun. a été bien montée. C'est le fun à voir jouer. C'est Il y a eux autres qui ont deux, le trois vedettes. MVP? Non, c'est pas eux autres, c'est Oklahoma. OK. Canadien. Qui est le premier Canadien depuis un Non, bout? Hein? depuis l'autre, je ne me rappelle pas de son nom, vite de même. Il y a un Canadien qui a joué longtemps, là, qui gagnait tout le temps. Mais OK. non, c'était Oklahoma. OK. Mais il y en a un Canadien, les Pacers, c'est un Montréalais d'ailleurs, c'est Bénédicte Mathurin. Ah, qui OK. est arrivé il y a C'est- 2-3 ben ans. Oui, ben oui. OK. Puis là, lui, il commence à monter. Là. Donc, tu t'es fait une idée sur l'histoire de l'Afrique du Sud? Ben oui, parce que, mais tu sais, hier, quand j'ai écouté ça, je me disais, parce qu'à un moment donné, le président, tu sais, Trump, vous savez le setup que c'est dans le bureau ovale, donc il est assis à côté du président de l'Afrique du Sud. De temps en temps, il y a un dîner de con. Là. Ouais. On se le dire. Oh. Ça en était un hier un peu, là, mais... Mais là, à un moment donné, ils se mettent à parler avec, on savait que ça s'en venait vers ce sujet-là, sur l'histoire où il y a des fermiers blancs en Afrique du Sud qui sont tués. OK? Moi, je n'utiliserai pas le mot génocide parce que je ne le sais pas. Écoute, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Puis quand tu écoutes ça aussi, une affaire comme hier, quand il reçoit le gars de l'Afrique du Sud, à un moment donné, Trump, pendant la conversation, il dit « By the way, j'ai du vidéo sur ce qui se passe en Afrique du Sud. » Ben, ces lumières, là, on va écouter quelque chose. Puis là, dans le vidéo, entre autres, tu vois quelqu'un qui est sur une scène, qui est un noir, parce qu'en Afrique du Sud, il y a des blancs et des noirs. Puis lui, il chante, il fait une chanson, puis il danse. Puis dans la chanson, ça dit il faut éliminer les fermiers blancs, il faut éliminer les fermiers blancs. Sauf que ça tombe que ce gars-là est un élu. Là. Donc, puis là, là, tu comprends que le président de l'Afrique du Sud, lui, il est là, puis il le regarde puis avec un petit sourire, puis en même temps, il ne sait pas trop où se mettre, parce qu'il dit c'est quoi qui se passe là. T'sais. Ouais. Puis, c'est ça c'est le point de Trump à un moment donné. Il dit le problème, il dit déjà là, c'est déjà grave que ce que ce gars-là fait sur une scène, parce qu'il y a une foule en avant, une grande foule, puis qu'il danse en même temps. Mais il dit le problème, il dit ce gars-là est un élu. Là. Il dit c'est un élu de l'Afrique du Sud. Et là, le président, il dit ouais, là, il dit c'est des affaires isolées, puis nous autres, on pense pas nécessairement de même. Le président de l'Afrique du Sud essaie de se défendre, puis tout ça. Mais ça, écoute, moi, je peux pas vérifier, c'est tout ce qu'on a vu. Parce qu'à un moment donné, à la suite du vidéo aussi, on voit une route avec une série de croix blanches. Et sur cette route-là, qui est à l'infini, parce que c'est long, le vidéo, là, à un moment donné, Trump, il dit, ces croix blanches-là, c'est tous des fermiers blancs qui ont été tués. T'sais. Puis là, à un moment donné, le président de l'Afrique du Sud, il dit, oui, mais il dit, moi, il dit, je suis dans un pays où le taux de criminalité est très grand. Puis il dit, il reste que la majorité du monde qui sont tués, c'est encore des Noirs. Puis, il y avait... Mais moi, hier, ce que j'ai aimé, j'ai trouvé que c'était... J'ai trouvé que politiquement, c'était le fun à regarder dans le sens que c'est le même qu'il faut que ça se passe. Ben, OK. Tu vois exactement où je suis allé quand j'ai vu ça hier. D'abord, premièrement, on va entendre au Parlement un peu ce qui se dit. Là. Vous allez voir que c'est pas isolé tant que ça. Il y a, je sais pas si c'est un génocide, là, mais il y a une rébellion des Noirs contre les fermiers blancs et contre les Blancs en général. Le bordel est poigné en Afrique du Sud. OK, si vous êtes blanc, hier, je sais que Trump a amené ses chums à Maison-Blanche. Il a amené Retief Goosen. Il a amené Ernie Els. Des joueurs de golf. Donc, 2 joueurs de golf qui restent pas loin de chez Trump à Jupiter.
N'oublie pas qu'Elon Musk est là. Elon Musk est là aussi. Qui est un gars qui vient Exact. d'Afrique du Sud. Donc là, Retief Goosen est en train de raconter, je pense que c'est son frère qui est un membre de sa famille proche, qui est fermier, puis qui raconte les clôtures électrifiées, les patentes, les menaces. Ça, pour s'en sauver, lui, il faut qu'il s'enferme sur sa ferme. Moi, je peux te dire une affaire. Là. Moi, je suis fermier, puis je suis blanc, puis je suis en Afrique du Sud. Je décalisse de là. Oh, ouais. Moi, je prends mes enfants, je prends ma femme, je décalisse de là. Ben d'ailleurs, tu sais que ça va finir. Tu sais que ça va finir que tu vas être au bout d'une croix. Ouais. Tu vas finir. Ils vont finir par te tuer. C'est crazy de même. Là. Tu te dis, attends un peu. Imaginez-vous, l'aboutissement de tout ce qu'on a amélioré dans nos relations interraciales. On est rendu là, puis parce que c'est des Blancs, il ne faudrait plus dire un mot. Là. C'est ça que c'est le bout du chemin, c'est lui. Il faut finalement vivre ce que des gens ont vécu il y a 200 ans pour qu'on soit kiff. C'est quoi l'histoire? Je connais du monde qui sont allés en Afrique du Sud. Là. Pas beaucoup, mais j'en connais une couple. C'est spectaculaire. Là. Je veux dire, c'est particulier. Là. Le monde, ils passent leur temps à te dire où il ne faut pas aller. Là. Ouais, c'est plus ça. que où il faut aller. C'est ça. Ouais. Donc, écoutez bien comment ça se passe en dedans. There's nothing you can do. There's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. Yes. South African occupy land. That's who we are. Honorable member, you want to do, you can withdraw my membership from this useless parliament. Honorable. Yes, honorable member. Must never be scared to kill. A revolution demands that at some point there must be killing because the killing is part of a revolutionary act. Shoot to kill. Yamasa. C'est ça tout le long. Là. Moi, regarde, Puis, ce que j'ai vu hier, c'est sûr que c'est hors... Tu sais, on n'a jamais vu ce genre de patente. Vu qu'on n'a jamais vu ça, ça frappe. Ça frappe, ça peut saisir dans le sens où tu dis, voyons, calisse, ça fait dîner de con un peu. Je comprends ce feeling-là. Mais moi, je vois ça d'un autre côté complètement. OK? Je pense que pendant trop longtemps, puis c'est encore comme ça, mettons, au Canada, puis c'est encore comme ça au Québec, où on élut des gens, puis pendant 4 ans, ces gens-là vont se cacher dans un bureau pour décider un paquet d'affaires. Ils rencontrent un paquet de monde qui sont loin du monde ordinaire. On ne sait pas trop ce qui manigance, on ne sait pas trop ce qui trame, mais une chose est sûre, il n'améliore pas notre sort. Plus les jours passent, moins on est riche, plus on est pauvre, plus eux autres sont gros, plus eux autres sont big, plus ils n'ont entre les mains, plus ils s'amusent, plus ils payent tout cher, plus ils embarquent dans les affaires qui n'ont pas de bon sens. Ça a été ça. Puis, aux États-Unis, c'était ça aussi. Tu sais, j'ai pas à part W. Bush à cause de la situation avec le 11 septembre, on a toujours eu, puis je comprends que les moyens de communication n'étaient pas pareils, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour nous faire voir des vidéos ou faire voir ce que, mettons, le président a à dire sur un genre de tweet, puis finalement, on a 2-3 par jour pour penser ce qui se passe. Tu sais, c'était quasiment un événement de voir Obama sortir du bureau. Là. C'était quasiment un événement de voir Bill Clinton sortir du bureau. Là. Puis, on ne parlera pas de Biden. Biden, lui, était caché volontairement pour les raisons qu'on sait. Là. C'est ça. Donc, c'était un bureau ovale complètement fermé. Là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça? Là? C'est le Vatican. Là. OK? C'est fermé, c'est tight, il n'y a rien. Alors que ce bureau-là appartient au monde. Alors que c'est le bureau du monde. Alors que ça devrait être un bureau quasiment à porte ouverte. Et c'est ce que Trump a créé. OK? On n'a peut-être pas aimé comment il a traité Zelensky. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Il y en a qui n'ont pas aimé. Ben, parfait. Regarde, c'est votre affaire à vous autres, je vous respecte. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que je pense qu'à partir de maintenant, et ça devrait s'appliquer au Canada, ça devrait s'appliquer au bureau de la mairesse de Montréal, ça devrait s'appliquer au bureau du maire de Québec, puis à tous les bureaux de maire à travers le Québec. Puis même chose pour le bureau du premier ministre au Québec. On devrait avoir maintenant, avec les moyens technologiques qu'on a, exactement ce qui se passe dans le bureau aval. Excusez-moi, là, c'est la place la plus ouverte que j'ai jamais vue de toute l'histoire de la politique à travers le monde. J'ai jamais vu quelque chose de même. Puis, à cause de ça, c'est tellement réel, il y a tellement rien de fake, il y a tellement rien de stagé
que ce genre de patentes-là vont arriver, puis on va dire, wow, ça vient de me shaker un peu, ça. Il me semble que le gars, il se fait brasser un peu. On dirait un peu, c'est comme un genre de dîner de compte. Exact. Ils l'ont squeezé un peu, ils l'ont... parce qu'on n'est pas habitué de voir ça. Et non. c'est ça aussi. Non, mais moi, je pense qu'il n'y aura pas de turning back. Le prochain président, qu'il soit démocrate ou qu'il soit républicain, ne pourra pas faire autrement que d'avoir la porte ouverte tout le temps. C'est... Pour les gens qui parlent d'autoritaire, les gens qui parlent de genre de dictateur, excusez-moi, là. Là, on n'a pas la même vision du tout là, dans ce qui se passe. Là. Parce que dans les démocraties modernes, entre guillemets, là, ces gens-là sont isolés et cachés du monde. Et là, on a le politicien, oh, il aime ça être à la TV, il aime ça se voir, il aime ça jaser avec les journalistes, il aime ça régler des comptes, il aime ça négocier directement, il aime ça. Mais sais-tu quoi? On sait exactement ce qui se passe en dedans. C'est sûr qu'il nous manque des bouts, mais je veux dire, on n'a jamais eu autant accès au pouvoir. Et comme citoyen, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas avoir des gens qui font plein d'affaires en catimini, qu'on ne sait pas trop d'ailleurs s'ils travaillent. Tu sais, moi, quand le gars me dit qu'il lit un livre, puis après ça, qu'il fait ci, puis qu'il fait ça, je me demande, coudonc, il travaille-tu dans sa journée, lui, Chris? Ben, j'aimerais ça savoir, j'aimerais ça voir qu'est-ce que fait François Legault dans sa journée. Qu'est-ce que Mark Carney a fait dans sa journée? Il peut-tu ouvrir les portes de son bureau 2 heures par jour puis laisser rentrer une trentaine de journalistes, dont des podcasteurs comme nous autres, puis que tout le monde peut filmer avec leur téléphone, mettre ça directement sur les réseaux sociaux et savoir, c'est qui que vous êtes, monsieur? Ah, je suis avec le président des fermiers du Québec qui veut pas qu'on enlève la gestion de l'offre. Ah ouais? De quoi vous parlez, les deux? Puis les deux sont assis au d'une échelle, puis là, ils sont roastés par le monde qui sont là. C'est sûr que c'est juste du monde de rat-de-canne, ça va pas ça, là? Mais s'il y a du monde qui arrive, des podcasts, puis des patents, puis des médias alternatifs comme Rebel News ou d'autres, ben Chris, les gars, ils vont se faire roaster, là. Ben, ça, là, c'est ce que j'ai vu hier. J'ai vu, il n'y a pas de retour à ça. Il n'y a pas de retour à ça. C'est fini. C'est fini la gestion de, OK, on a élu un genre de monarque qui s'installe dans un bureau avec des patentes dorées, puis que là, maintenant, il y a des gardes en avant, puis de temps en temps, ils vont nous faire le plaisir de sortir, puis faire une adresse à la nation. Legault fait ça. Legault fait ça. Oui, parce que sur Twitter, il met une photo de lui avec une personne. Oh, j'ai été en discussion aujourd'hui avec blablabla quelqu'un. Avec le gars de la caisse de dépôt. Oui, c'est ça, telle avec affaire. Le chef du FTQ. Il veut comme montrer qu'il travaille, mais en réalité, de quoi vous parlez? Chris, rendre le monde. Ils ont parlé de hockey. Rendre le monde. Non, ils n'ont pas parlé de hockey, esti. Ils ont parlé de patentes pour nous crosser. Okay? Ils veulent nous crosser. Ils ont parlé d'affaires pour nous manigancer des patentes dans le dos pour nous crosser encore. Comment qu'on peut les crosser? Ah oui, comment on peut les crosser plus encore? Comment on peut y crosser plus encore les cochons et faire payer? Puis nos membres vont avoir plus d'argent, puis ils vont avoir plus de ça, puis nous autres, notre bureau va avoir plein de cotisations, puis on va... Non, ils ne parlent pas de hockey, faites-en pas. Ils parlent pour nous crosser. Ben, ouvrez la porte de ça. Ah, tu fais là, toi, Chris, avec le chef, avec le gars de la caisse de dépôt. C'est la politique, la caisse de dépôt. Comment ça que tu le vois une fois par mois, toi? Ah, c'est pour ça, finalement, ça a fini que la caisse de dépôt a abouti dans une histoire de train dans laquelle elle avait 0 knowledge. 0. Ben, ouvrez le bureau. Ouvrez le bureau, puis laissez rentrer du monde dans la place. OK? On va aller vous interroger. On va aller voir. Moi, je pense que qu'est-ce qu'on voit de Trump? OK? On regarde, dans la même journée, Ryu qui est là, la gang des Gators sont là. 2 heures avant, le gars de l'Afrique du Sud a passé un mauvais quart d'heure. Parce que, sérieux, ce qui se passe en Afrique du Sud, il a besoin de se faire brasser. Oh, ouais. Il a besoin de se faire brasser. Donc, il n'y a pas personne qui... En tout cas, si c'est un gars autoritaire et c'est supposément un genre de dictateur, excusez-moi, là, j'ai jamais vu un bureau autant ouvert. Moi, j'envie les Américains, là. Ouais. Criff. C'est ça que je me suis dit. On a-tu accès à Carney? On sait-tu ce qu'il fait, Carney, de sa journée? À qui il parle? De quoi il parle? Parce que là, ce qu'on entend, là, c'est-tu vrai? Le Golden Dome, là, il est... Ouais, on est dedans. Ouais, mais les F-35, on n'est plus sûr. Là, on peut peut-être prendre un avion européen. Puis nos nouveaux alliés, il a dit ça hier, la même journée, là. Nos nouveaux alliés, là, c'est probablement la France, la Grande-Bretagne. L'intégration avec l'armée américaine, c'est fini. De quoi tu parles, de Chris? Le gars est assis, là, c'est comme s'il était ce genre de gars de banque là, qui est comme au-dessus de tout. Là. Mais non, ouvre ta porte, on va aller te poser des questions, toi.
Laisse la porte du bureau ouverte. À chaque fois que tu vois quelqu'un, faire entrer caméra, faire entrer Rebel News, faire entrer des podcasters canadiens et québécois, on va aller te questionner sur ce qui se passe. Toutes des affaires en catimini. C'est quoi ton hostie de patente? T'as-tu entendu ça hier? Tu posais la question sur le... Je l'ai vu d'ailleurs, le bateau là, français. Là, j'ai passé à côté hier. Maintenant, nous autres, nos vrais alliés là, pour l'armée, c'est l'Europe. C'est pas l'Europe, asti. C'est quoi cette histoire-là? As-tu vu où tu t'es sur une map, innocent? Tu es innocent, dis une affaire de même. Ben ça, là, c'est ça. Là. Ça, c'est provoqué par des journalistes têteux qui font rien, qui pressent pas, où on sait pas trop ce qui se passe dans le bureau. Ça nous manipule dans le dos, etc. Regarde, fuck. Moi, j'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois. Puis en passant, la gang d'Africains du Sud, là, vous êtes des hosties de sauter, là. Puis moi, si j'étais fermier, là, puis j'étais blanc, je prendrais mes clics, mes claques. Je comprends là, que tu laisses... Ce qui arrive, c'est que le président sud-africain a raison, et puis Trump a raison. Je vais te dire pourquoi. Parce que l'Afrique du Sud, c'est un des pays dans le monde, peut-être même lui, au top, qui a le plus haut taux d'homicide. Oh, ouais. C'est 45 personnes tuées par 100 000 habitants. Ouais. Ils sont dans le top du top du top. C'est d'une violence extrême comme pays. Mais l'affaire, c'est que, puis ça, j'ai lu ça dans un texte de la BBC, faut que je le dise, c'est que là-bas, eux autres, pour les homicides, ils ne gardent pas de statistiques. Ils ont les statistiques des homicides, mais ils n'ont pas les statistiques. C'est un noir, c'est un blanc. Ils n'ont pas les statistiques. Ils les ont peut-être, mais ils ne sont pas publics. Donc, tu ne peux pas savoir si, mettons, il y a des morts exactement. Dans le 45 par 100 000 habitants, là, il y a combien de blancs là-dedans, combien de noirs? Tu ne sais pas. Ouais, mais ça t'a peu. Il n'y a aucune stat qui est sortie mais faut de peut-être ça. plus loin que ça aussi. Là. Est-ce que c'est noir tué par noir? Parce qu'aux États-Unis, on se sert beaucoup de ça. Là. Non, mais je comprends. La majorité des gens qui sont tués aux États-Unis, c'est encore des Noirs. Les Noirs disent ça. Puis là, ben, t'as peu. Quand tu regardes qui tue les Noirs, 9 fois ou 95 fois sur 100, c'est un Noir qui a tué un Noir. Là. Parce qu'il y a eu des attaques. Essaye pas de jouer la game raciale avec ça. Là. C'est un Noir qui a tué un Noir. Là. C'est ça. Parce qu'il y a eu des attaques. Ça, c'est vrai, là. Il y a eu des attaques de fermes. Des motés, des vandales, des motés, des truands qui ont attaqué des fermes. Les dirigeants de la ferme sont blancs, sauf que ces dirigeants-là ont beaucoup d'employés. Ces employés-là, c'est du monde qui travaille là. C'est leurs employés, c'est du monde qui gagne bien leur vie. C'est du monde ils ont même des maisons sur des terres. Là. Mais ces employés-là sont noirs. Donc, même les employés noirs, il y en a qui se font attaquer. Là. On va dire la patente, là? Non, c'est comme une attaque d'une ferme. Donc, oui, il l'a dit, les politiciens l'ont dit. Le but, c'est de prendre possession de la ferme et d'expulser les Blancs. Exact. C'est ça le but. Là. Ils sont prêts à attaquer des gens qui travaillent sur la ferme. Qui sont noirs. Ce qu'ils veulent, c'est prendre possession de la ferme. Ah oui, parce que c'est des bombes. Les Noirs sur la ferme deviennent des complices des Blancs pour eux autres. C'est comme des complices. Là. Oui. Donc, je peux te dire une affaire, moi, j'ai lu quelques récits là-dessus, là, je me dis, mais voyons donc. Puis je comprends que tu es attaché à ta terre, c'est là que tu as tout est, tu pars de, tu laisses tout. C'est un jardin, là. Tu regardes les vignobles en Afrique du Sud, là. C'est de toute beauté, là. Autour du Cap, là, la ville du Cap, c'est inimaginable, là. C'est-à-dire, c'est comme la Californie. C'est comme la Californie infinie, là. On s'entend que ces gens-là ramassent les terres. Ça me rappelle un peu quand, je sais pas où, dans Bande de Gaza, il avait donné... Ils n'ont rien fait avec ça. Il avait donné des champs, les Juifs avaient donné des champs aux Palestiniens. Le champ est retourné en désert. C'était le champ, en dedans de 2 ans, tu retourné en roche. Ah oui. Alors, quand ça a été donné, c'était la culture de toutes sortes de patentes. C'était green, c'était vert, c'était incroyable. 2 ans après, c'est un désert de roches. Ben, vous allez crever de faim. Oh, mais les Noirs, on est capable de s'occuper de... C'est pas question, c'est pas... Tu deviens pas fermier parce que tu décides d'envahir la terre puis c'est moi qui l'opère à partir d'aujourd'hui. C'est pas une question de talent, c'est une question de... C'est pas une question de couleur non plus, là. Non. C'est une question qu'eux autres sont fermiers de génération en génération depuis un Christ de bout, là. Ils savent quoi faire. Ce qui est triste, là, dans le cas de l'Afrique du Sud, puis tu veux dire, oui, tu as le passé, tu as l'attente, sauf que ceux qui sont... Tu peux pas porter sur tes épaules le poids de ce qui s'est passé dans le passé. Sinon, les Allemands, ils ne pourront pas vivre. C'est ça. Exact.
Puis je parle des Allemands, puis de toutes les nations européennes et toutes les guerres qu'il y a eu. Là. À un moment donné, il faut que tu te places il faut que tu traces une ligne, là. Sinon tu t'en finiras jamais. Là. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est tout le processus avec Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, quand il a pu fonder un parti, quand ils ont amené une démocratie, quand les Noirs ont pu voter, et toute cette espèce d'élan-là, tout à fait extraordinaire, qui aujourd'hui est complètement scrap. Moi, c'est ça que je trouve tellement triste. Là. Juste spécifier que le président de l'Afrique du Sud actuel, c'est un Noir aussi. Oui. Ah oui, ils sont en contrôle, ces autres-là. Ils sont en contrôle, puis ça... Ben, c'est la fin, c'est quand tu as des... Ouais, quand tu as des réunions dans des stades avec des gars qui font des speeches puis qui craignent que le monde pour tuer des Blancs, ben on s'entend-tu que tu es sur le bord d'une genre de guerre civile? Là. Ben oui, ils sont sur le bord. Ils sont à un cheveu d'une guerre civile. Mais tu sais, en nombre, les Blancs tiennent pas. Je comprends qu'ils sont probablement plus équipés. Ils sont 7 % de la population. Ben, c'est ça. Mais ce que les États-Unis offrent, c'est ce que je comprends dans Patente, c'est une terre pour te sauver, une terre d'asile, une place pour, tu te dis, ben, si ça fait pas où ce que je suis, ben au moins je peux me réfugier là. Avec un fast track là, pour l'immigration. C'est ça, green card, tout ce que tu veux. Là, tu as vu qu'il y a des Afro-Américains, donc les Noirs américains, qui disent « Ah ouais, tu sais, parce qu'il y en a des sautés, là. Alors, nous autres, on vous attend. » Puis contrairement à Trump, qui lui est protégé par les services secrets, vous ne l'êtes pas. Non, c'est ça. C'est des menaces. Ah oui, ça fait des menaces. C'est terrible, c'est terrible. Radio Pirate. RadioPirate.com. Listen. RadioPirate.com. Radio Pirate. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. OK, c'est le vestiaire avec Max Truman dans lescoulisses.com. Mon ami Max, comment est-ce qu'il va, mon ami Max? C'est en shave. Et oui, il a recommencé à jouer au golf un peu parce que le Canadien en série, c'était pas facile. Il n'y avait pas grand temps libre, ton ami Max. Non. Puis il y en a un peu plus. Là. Il y a moins de games aussi. Là, mais... On est rendu à 4 équipes. Là, donc, il y a une game par soir. Donc, grosse game hier. Je sais que j'ai pas écouté la game hier. Okay? J'ai pris un break parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ma blonde est tout le temps toute seule pour écouter ses affaires depuis 1 mois et demi ou à peu près. Je me suis dit, regarde, chérie, si ça tente d'écouter quelque chose avec moi, je vais sauter à la game. Ah non, fais tes affaires, ça me dérange pas. Je dis, ah non, regarde, je trouve que c'est too much. Donc, on a écouté de quoi? Sur Brett Favre, avec ses relations, c'était sur Netflix, je pense. Donc, ça vient de sortir, là, les Brett Favre, toute son histoire de crosse, puis de patente avec les Jets, avec la fille, puis l'histoire est bonne, par exemple. C'est bien fait, c'est bien monté, donc j'ai écouté ça hier. Mais j'ai regardé sur mon téléphone du coin de l'œil un peu comment ça se passait, puis je voyais que Edmonton avait commencé fort. Très fort. Ben, même la deuxième période. Ils ont commencé la troisième période, 3. Ils menaient 3-1. Ils menaient 3-1. Puis ça roulait bien. Qu'est-ce qui est arrivé en troisième? Effondrement. J'y ai pas pensé, là, mais j'aurais dû mettre un 5 sur les Stars. En troisième. En troisième. T'aurais mis un 5, tu sais, mise pas tant qu'à ça. Là. J'aurais dû mettre 25 cents, des Stars. C'est ça. Mais là, moi, je suis pas... Un 5, t'aurais gagné quoi? 7 piastres, genre? C'est comme la fête au village? Non, absolument pas. Non, un 5 hier, possiblement que ça devait rapporter un 50, 60 facile. Ah, ouais. OK. Ouais, mais lui, il gagne des 70 de même avec des petits genres de 5 ou un 10. Mais ça prend des comebacks pour que ça soit payant, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il y en a eu un. Il y en a eu un hier. Il y en a eu un. Mais c'est-tu que je trouve drôle, Jeff? C'est que tu décides de pas regarder de sport pour passer du temps avec ta blonde, tu finis par regarder un documentaire sur Brett Favre. C'est pour ça que je trouve ça bizarre. Mais au moins, ces affaires-là, c'est drôle de patente là, ma blonde aime ça. Donc, c'est drôle de patente qu'elle aime.
Tu sais, les soirs, elle a écouté la game des Panthers l'autre soir. Elle a juste toffé jusqu'à 9h30 ou à peu près. Donc, elle a écouté une période et demie. Tu sais, je ne dis pas qu'elle haït ça, mais tu sais, c'est ça. On a écouté du sport pareil. Moi, faut que je me tape des séries québécoises. Tu sais, comme des mardis où j'essaie de pas regarder de hockey, je me tape des séries québécoises. Là. OK, ça, ma blonde n'a pas ça. C'est correct. Non, c'est correct. Hein. Faut que tu te deals avec la shit. Là. Pas le choix. C'est du give and take tout le temps, la patente. Là. Mais écoute, Dallas sont forts. Panthers sont forts. Ça va falloir des games parfaites de Edmonton puis de la Caroline. Tu sais, la Caroline a bien joué la game 1. Je suis pas certain qu'ils sont capables de donner plus que ce qu'ils ont donné dans la game 1. Ils perdent pareil. Je pense que c'est deux... Tu sais, je veux pas le dire, là, parce que c'est quand même un carré d'as, c'est 4 grosses équipes, mais je pense qu'on a 2 équipes dans une catégorie à part. Tu sais, les Stars sont backés. Tu sais, je veux dire, il y a du talent sur chaque trio. Ils sont physiques. Tu sais, je veux dire, Mikko Rantanen, c'était la cerise sur le Sunday. Tu sais, les Stars s'en vont très, très fort probablement en finale de la Coupe. Puis de l'autre bord, t'as les Panthers qui savent comment gagner. Tu sais, on l'a vu, à chaque fois que ça devenait stressant, on dirait que cette équipe-là était capable de gérer tout ce qui arrivait sur la patinoire, en dehors de la patinoire. Puis on dirait qu'il y a 2 équipes qui sont, tu sais, c'est écrit, là. Je veux dire, je mettrais pas de 5$ sur les autres équipes. Je pense que ça va être Panthers, Stars en finale. Regarde, ils gagnent 6-1 à Toronto. Ben oui. Ils perdent 1-0. C'était 1-0 jusqu'à la fin, là, mais il y a eu un filet désert. Mais mettons, match très serré, 1-0 à domicile. Tu te dis, oh, ça vient de revirer la patente de bord. Il arrive là, bien relax. Boum, 6-1. C'est une équipe, ça veut dire comme. M'a dit comme que Chuck a dit, quand c'est le temps de mettre nos bottes d'ouvrage, on met nos bottes. C'est ça. Puis tu parlais de Jeff l'autre semaine. La semaine passée, je pense que tu parlais de ça. C'est le 3e trio. Tu sais, on parle de profondeur. Des fois, tu dis c'est comme un cliché, la profondeur. Mais là, on le voit, c'est quoi la profondeur. Tu sais, à Dallas, t'as Tyler Seguin sur le 3e trio. Mais l'affaire avec la profondeur, Jerry, t'as un point, là. Mais si t'as juste de la profondeur, mais t'as pas le top 6 en haut, ça vaut Non, je rien. comprends aussi. Non, je comprends. C'est que là, t'as le top 6, puis en plus, quand t'arrives sur le 3e trio, t'as quelque chose qui ressemble au 2e trio / premier trio du Canadien. Ouais. Je veux dire, c'est là que la le profondeur 3e trio des Panthers, le 3e trio de Dallas peut être sur un power play. En Floride, c'est Lundell au centre avec Marchand puis Luostarinen. C'est le 3e trio, là. Oui. Dallas, c'est Seguin, Steele, puis Marchman. Marchman, tu sais. C'est pour ça que quand j'entends Jeff Molson dire « Oh, on est content, on est bien aligné pour les 5 prochaines puis je regarde ça, je me dis... Tu sais, le 2e trio du Canadien est moins fort que le 3e, de beaucoup moins fort que le 3e de Dallas et de Floride. Donc, on a encore l'ouvrage. Jeff, tu sous-pèses les mots de Jeff Molson. C'est même pas « on va être bon pour les 5 prochaines années », c'est « on va être bon pour au moins les 5 à 10 prochaines années. » Qu'est-ce que Jeff Molson a à gagner de sortir? C'est comme si les partisans sont déjà assez dans l'espoir. Tu n'as pas besoin de leur donner de l'espoir. Ils sont déjà le fafan du Canadien, puis j'en fais partie un peu, et quand même optimiste pour les prochaines années. Playoffs, c'est ça. C'est ça, là. Le speech du président ou du proprio doit être un peu comme pour calmer ça. Ah oui, mais tu sais, il faut continuer de travailler, il faut qu'on fasse des bons... Je sais pas. Oui. Lui est allé pitcher de l'huile sur un feu, puis là, les attentes vont augmenter encore plus. T'as pas besoin de ça. Pour vrai, t'as pas besoin, là. Alors, t'as pas besoin de zéro de ça, là. Zéro. En tout cas, c'est dommage que les partisans de hockey soient plus là. Il manque du beau hockey. Puis je pense que quand tu vois ce calibre-là, tu sais, moi, j'avais vu que Washington n'avait pas d'affaire là. Moi, je faisais partie de ceux qui doutaient énormément de la saison de Washington. Puis on l'a vu dans les playoffs que c'est une équipe qui n'a pas d'affaire là. Puis je suis d'accord. Tu sais, Les me dit, c'est cette semaine que Les me dit, au téléphone, je pense que tu es là, je l'avais mis sur speaker, il me dit, je pense que le Canadien aurait mieux fait contre la Caroline que Washington. Puis je suis un peu d'accord avec ça. Malgré qu'ils sont forts, sont physiques, on dirait qu'ils n'ont pas d'affaire dans les playoffs. Mais je veux dire, quand tu regardes les séries comme il faut, comme on le fait nous autres, tu vois que le Canadien, pas sûr l'année prochaine, moi je le répète, pas sûr les playoffs l'année prochaine. Puis, dépendamment des choix qu'ils vont faire cet été, s'ils ont un peu d'espace pour s'améliorer, je ne suis pas certain qu'on va améliorer le club bien par rapport aux autres l'année prochaine. Parce qu'il y a vraiment une grosse coche entre ce qu'on... Tu sais, on est comme un peu aveuglé par l'histoire de la participation des playoffs. Mais quand on écoute le reste, on se dit, wow,
On a de l'ouvrage, là. Mais c'est une autre ligue. C'est une autre ligue, Jeff. En ce moment, 7 des 8 meilleures équipes en saison sont plus là. Puis les 4 meilleures équipes sont plus là non plus. Fait que tu sais, quand tu arrives en série, c'est pas juste avoir du talent puis avoir une bonne équipe, c'est autre chose. Puis le Canadien est pas armé pour ce autre chose-là. Deuxième chose, on est l'équipe qui s'est classée en série avec le moins de points et avec le plus loin rang au classement général. Puis on risque d'être les ultimate losers. C'est-à-dire, on a perdu contre les Caps, qui, eux, ont perdu contre les Hurricanes, qui, eux, risquent de perdre contre les Panthers, qui, eux, risquent de perdre contre les Stars. Fait que, tu sais, je comprends, ça a été, tu sais, c'est correct, c'est une belle histoire, mais oui, mais ça éloigne loin. la patente, là, c'est ça. Ben oui, on est encore loin, puis je dis pas qu'on y arrivera pas, mais il n'y a pas de certitude. Non, mais c'est ça, faut pas rêver en couleur, tu sais. Ben non. Puis, dans le côté hyper émotif de ce que nous sommes comme peuple, on est comme satisfait. Tu sais, moi, je croise beaucoup de monde qui parle hockey, là. Ouais, un Canadien, moi, j'écoute encore le pire. Ah ouais, j'écoute moins, là, tu sais, le printemps, OK. Mais là, c'est sûr que si tu continues à regarder, tu trouverais que le Canadien, on a de l'ouvrage. Ouais, mais il faut. On est bien parti, là. On est bien parti. Demidov est arrivé, là. OK, c'est bien parti. OK, oui, mais attends. Regarde, moi, j'arrête de jaser après ça, là. Si tu as arrêté d'écouter le hockey après le 5e match contre Washington, ça finit en 5. Donc, ça veut dire que finalement, tu ne suis pas le hockey tant que ça. Là. En fait, t'es un fan, mais ton argumentaire, tu sais, je veux dire, tu ne connais pas... Il n'est qu'émotif. Tu connais pas les autres équipes que tu dois battre et vaincre et dépasser au classement pour faire les séries puis connaître du succès. Fait que c'est correct, t'es un fan, achète les billets, aie du plaisir, il n'y a pas de stress là. Mais ton analyse n'est pas complète parce que t'as juste analysé ton équipe, t'as pas analysé les autres, tu sais. Je sais que tu suis beaucoup le Rocket en playoff. Est-ce qu'on a du stock dans le Rocket qui peut nous aider dans le futur ou c'est tout du calibre... c'est du calibre Ligue américaine plus, puis il n'y a pas grand-chose pour le Canadien. À part, je sais que je vois des extraits, j'écoute pas les matchs, mais je vois des extraits de Mailloux, là. Ouais. Mailloux, c'est un... Excuse-moi, si lui n'est pas prêt à jouer en haut, il ne sera jamais prêt, là. Non, puis, tu sais, j'ai peur que... Parce que Logan Mailloux, il y a eu des hauts et des bas, puis il y a un caractère qu'on n'aime pas tant à Montréal. Les médias n'aiment pas ça, le staff n'aime pas ça. Des gars qui sont cocky, puis là, prenez-le comme vous voulez, négatif, positif, mais il est cocky, Logan Mailloux. Il a confiance en lui. Quand on y parle, il est respectueux, mais... Est-ce que c'est grave d'être cocky? Je pense pas. Puis j'ai la même réflexion avec le CF Montréal. Là, on a envoyé tous les gros caractères, tous les coquis, mais là, il n'y en a plus de caractères. Fait que quand tu prends un but, 2 buts contre Toronto... Moi, j'aime mieux une gang de coquis qu'une petite gang de mous. Là. Je pense que ça prend un équilibre. Si tu as juste des coquis, à un moment donné, c'est dur à gérer. Mais si tu n'en as pas aucun, il va te manquer de caractère. Fait que, oui. Logan Mailloux, si on l'échange, ça peut faire Sergachev, ça peut faire Ryan McDonough, mais en même temps, si on est pour pas y faire une place, à un moment donné, il faudrait peut-être l'échanger avant qu'il perde la valeur. Mais, tu sais, moi, j'ai un côté Homer, là. C'est à Laval, c'est pas loin de chez nous, on est sur la Rive-Nord de Montréal. Je le suis, le Rocket, je regarde quasiment à chaque match, j'essaie de savoir qui est dans l'alignement, c'est le fun, Caden Primo, Jacob Fowler, le jeune qui est arrivé là. C'est du beau hockey, c'est le fun, c'est pas la LNH, mais c'est cool, on a une chance de championnat pour vrai, tu sais, on a accès à quelque chose, fait que c'est un beau spectacle, mais ta question, elle est pertinente, puis elle est écœurante, Jeff. Les meilleurs gars du Rocket, c'est Alex Barré-Boulet. Et je veux dire, il est venu faire quelques matchs à Montréal. C'est pas un gars qu'on va miser sur lui dans l'avenir. Il est vieux de toute façon. C'est Laurent Dauphin qui a 30 ans puis qui vient de signer un contrat de 2 ans avec le Rocket, donc même pas avec le Canadien. C'est Sean Farrell qui est tout petit, qui peut pas s'établir dans la LNH. C'est Joshua Roy qui est complètement perdu. Il a du talent, le jeune, mais il a pas ce qu'il faut pour jouer dans la LNH. Mais comment il joue avec le Rocket? Comment est-ce qu'il est avec le Rocket en ce moment? Ben, il a marqué son premier but hier, un but laid. Je veux dire, il en a pas marqué d'autres. Il avait fini le match d'avant, je pense à -3 ou le dernier match d'autre. Okay, donc lui, il est en régression. Lui, il est plus en montée, là. Il n'a pas progressé cette année, puis souviens-toi, Jeff Gorton puis Kent Hughes le voyaient comme étant le remplaçant de Patrick Laine sur le deuxième trio quand Laine s'est blessé au genou dans le camp, là. Ouais. Et là, on se dit, non seulement il n'est pas sur le deuxième, il n'est même pas dans l'alignement, il est à Laval, puis il n'est même pas dans les top joueurs. Fait que tu sais, des joueurs importants à Laval qui pourraient arriver à Montréal, tu l'as nommé Logan Mailloux. Florian Giacai, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le frère d'Arber, il est bon, il frappe, il est le fun, il a une bonne attitude, etc. Puis il a de l'air à compter des buts importants, hein? Non? Ben, hier, il a compté un but ultra important, puis un but écœurant du revers. Vous irez voir ça sur les réseaux sociaux. Ouais, je l'ai vu. Il est sharp. C'est un gars de 3, c'est un gars de 4. Il y a une identité à lui, puis il est sharp. Mais après ça, c'est peut-être Owen Beck. Il est-tu bon, Owen Beck? Là? Il est-tu bon, Christophe? C'est un centre. Ça fait bien, ça, sur le troisième trio.
pas, il est pas prêt à jouer ce troisième trio à court terme, peut-être à moyen terme, mais son plafond est pas top, là. Je veux dire, au mieux, c'est un gars de 3-4 si tout va bien, là. C'est pas... c'est pas révolutionnaire. Là. C'est correct, là, mais c'est pas révolutionnaire. Puis Renbacker à défense, il est pas pire? Tu le vois pendant 10 minutes, tu fais ce gars-là, il n'y a pas d'affaire ici, il est écœurant, c'est un gars de NHL. C'est l'entraque, il rentre au vestiaire, tu en prends une petite bière, tu reviens, tu te dis, coudonc, ce gars-là, il n'y a pas d'affaire ici, il devrait retourner en Suisse. Je te le dis, par séquence, il est incroyable, puis par d'autres séquences, il n'y a pas d'affaire là. Mais c'est donc bien faible, la Ligue américaine. J'ai eu la réflexion hier avec Anthony Marcotte qui assiste à tous les entraînements, à tous les matchs là, pour BPM Sport. Puis je pense que le coach Pascal Vincent fait des miracles. C'est une équipe bonne. C'est pas une équipe pourrie, le Rocket. C'est une équipe bonne dans une ligue tough. Mais Pascal Vincent est tout un coach. C'est tout un entraîneur. Pour vrai, c'est tout un entraîneur. Ouais. Regarde, il me semble que... Là, on a... c'est quand le repêchage? C'est fin juin. C'est-tu 26, 27, 27, 28? C'est fin juin. Puis, est-ce que c'est une... Je parle pas d'une bonne année juste pour les 4-5 premiers. Là. C'est une bonne année pour la première ronde au complet? On parle de repêchage quand même profond. La seule chose, c'est que cette année, le Canadien repêche loin. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on en parle moins du repêchage à Montréal. Mais c'est quand même un repêchage profond. Ce qui est poche, Jeff, pour vrai, c'est que, tu sais, il y a deux gars qu'on aurait pu repêcher si on était juste un peu plus haut puis qui n'avaient peut-être pas connu des bonnes fins de saison. Mais Caleb Desnoyers, là, c'est un 17 ans qui vient d'avoir 18 ans. C'est un petit Québécois, c'est un gars d'ici. Il évoluait dans la JMQ. Il vient d'être nommé joueur des séries dans Q. C'est un gars qui est pré-draft. Il n'est même pas drafté. Puis, il a été nommé meilleur joueur. Je pense que c'est le trophée Guy Lafleur dans la Q. Là. Puis lui, on aurait peut-être pu l'avoir, mais là, oublie ça. Sa deuxième moitié de saison, puis ses séries, c'est hallucinant. Là. Je te rappelle. Donc, il vient de monter en haut, lui. Là. Il monte par en haut. Il est top 5, puis là, il y en a qui parlent de lui top 3, peut-être. Fait que, oublie ça, il vient de nous échapper. Puis l'autre, c'est Justin Carbonneau. C'est un marqueur, un peu comme Anthony Manta. Là. On n'est pas sûr si il est capable de la mettre dedans, mais on n'est pas sûr s'il y a le reste des atouts, le grit, le physique, etc. Mais lui aussi est en train de monter parce que, justement, un buteur, ça vaut plus. Fait que, les deux Québécois qui étaient un peu liés aux Canadiens risquent de nous échapper. Fait que ça, c'est un peu plate pour ce repêchage-là. Hey, l'histoire des Highlanders, beaucoup de patentes sur les Highlanders là, avec l'histoire du départ du vieux bonhomme qui a laissé sa place et qui a ouvert la porte à beaucoup de monde. Il y a une genre de surenchère. Tout le monde est là. Une journée, c'est Darche. L'autre journée, c'est Bergevin. Hier, c'était Shanahan. My God, il y a eu une fille à un moment donné aussi à travers ça. Toute une saga. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, cette patente-là, là, mais il y a un qui est certainement assez nerveux. Pourquoi que c'est pas un nerveux? Là? Ben, oui, c'est un nerveux. C'est un gars qui veut. Là. Mais Patrick regarde ça de loin parce qu'il sait que c'est pas lui. Puis tout dépendamment qui ça va être, ben, c'est probablement son futur qui est dans les mains. Puis on s'entend que c'est pour Patrick... si ça finit là, ça finit pour toujours. Là. Oui, en même temps, il y a un contrat de 3 ans quand même bien payé. Fait que c'est le fun de finir sur, je sais pas, un petit 8, 9 millions, 10 millions qui t'est versé même si tu travailles pas. Mais ce qui est particulier, c'est que tu as Lou Lamoriello qui se tasse, qui se fait tasser, mais qu'on apprend qu'il veut rester dans le giron. Fait qu'il risque d'être adjoint au DG, conseiller au DG, conseiller au président. Je sais pas, mais il risque de rester dans un parage. Écoute, Lou, c'est terminé. Là. Il devrait le tasser, mais en tout cas, il risque de rester là. Ce qu'on entend, c'est que Marc Bergevin aurait une job. C'est David Etegui qui est un ancien agent qui, de par ses plugs d'agent, a dit qu'il allait avoir une job, soit président, soit VP, soit DG. On entend que Mathieu Darche est encore dans la course. Fait qu'on pourrait amener Darche à quelque part. J'ai pas cette information-là. Quelqu'un m'a dit hier qui est branché vraiment, là, joueur NHL puis tout, là, que Mathieu Darche, ce serait fait. Là, si Bergevin s'est fait, Darche est fait, Lou reste, puis Brandon Shanahan a la permission d'aller jaser avec eux autres. Il va falloir faire une nouvelle expression, Jeff. Là. Il y avait le sac à coach, mais là, ça va être quoi? Le sac à DG, la poche énorme de vieux noms qu'on recycle. Voyons donc. OK, mais on s'entend que l'histoire de Shanahan, donc ça veut dire que l'histoire de Shanahan, là, ça veut dire que les gars des Leafs ont laissé couler la nouvelle que si quelqu'un voulait parler à Shanahan, il pouvait. On s'entend que il n'y a pas quelqu'un qui appelle Toronto en disant 48 heures après l'élimination ou 72 heures après l'élimination. Penses-tu garder ton DG? Non, ça, c'est que il y a quelqu'un qui a glissé, regarde, envoie ça, mettons, à Pierre Lebrun, qui dit qu'il ne peut pas sortir ça, mais puis après ça, ben regarde, fait quelques téléphones. Ouais, c'est là. Tu sais, on sait comment ça marche, là.
Ah oui. Ça veut dire que la job à Shanahan à Toronto est probablement finie. Ben, il faut que quelqu'un paye. Ça va Il faut que être quelqu'un paye. probablement. Moi, je pense pas que c'est Shanahan le problème. Là, mais en tout cas, regarde, ils font ce qu'ils voudront. L'année passée, c'était le coach. Là, finalement, on a un nouveau coach. Berube fait le job. À un moment donné, on regarde, ils sont plus physiques, un peu physiques. Là, c'est Marner. Marner, il faut qu'il parte calice de loser. Là, tu demandes au gars physique. Ouais, comment c'était coacher Marner? Ah, un esti de bon joueur, un vrai de vrai, un gars que t'aimes coacher. J'aimerais ça le garder. Wow, OK. Là, donc, on retombe sur Shanahan. Shanahan, moi, d'après moi, il fait une crise de job. Ça a l'air que ça ferait plus. Parfait. OK, il y en a un qu'il faut qu'il paye. Shanahan, moi, je le prends le matin. Tu étais avec l'Islander, je le prends le matin. Mais ça veut dire que, mettons que ça marche pas avec Shanahan. Puis tu as parlé full avec Marc Bergevin puis avec Darche. Puis t'es Darche ou t'es Bergevin, puis t'es sûr que c'est toi qui aimes, c'est toi qui veulent. Là, tu dis, j'attends juste le contrat, j'attends juste qu'on finisse, puis à finir la patente. Là, finalement, t'apprends, yes, il parle on the side avec Shanahan. Ça veut dire que si jamais ça marche pas, puis il voulait parler avec Jeff Gorton. Fait qu'à un moment donné, ça fait comme, OK, j'étais combien sur la liste? Oui, c'est ça. Là. Je vais dire, OK, finalement, je suis le prix de deuxième ordre, troisième ordre. Je suis comme la petite récompense à la fin de quelqu'un. Voyons, si, moi, je suis pas capable de ça. Là. Moi, Jeff, des fois comme... moi, tu me veux. Là. Je vais faire un Vincent Marissal de moi-même, là, mais tu sais, des fois, à la dernière minute, t'as quelqu'un qui te contacte pour une chronique radio, là, puis ça crée... Ouais, j'ai appelé ci, j'ai appelé ça, j'ai appelé l'autre, finalement, il pouvait pas. Toi, tu peux-tu? Non. Ça va être non, là. Je suis bien partant en enfer, mais au pire, dis-moi-le pas. Dis-moi-le pas. Quatrième choix. Ouais. Hey, va faire l'inverse. Moi, j'avais pensé appeler tel gars, mais avant, en premier, je voulais savoir si toi, tu voulais. Ouais, merci. Ouais, ça, c'est psychologiquement bon, là. Ça, c'est oui, l'autre, ça marche. Mais en tout cas, moi, je me mets dans la position de Darche ou de Bergevin, puis là, je me dis, OK, Chris, ils nous veulent pas. Ils nous veulent parce qu'ils ont besoin de quelqu'un, mais ils nous veulent pas tant que ça, là. mais Darche, ce serait cool parce que c'est le seul nouveau dans la gang. T'sais, Lou qui reste là, c'est un vieux de la vieille. Shannon, c'est un vieux de la vieille. Bergevin, c'est un vieux de la vieille. T'sais, Patrick Roy, c'est un vieux de la vieille dans l'âme, dans la façon de voir les même trucs, l'équipe, c'est un vieux de la vieille. Qui? Les Palmieri, c'est à bout d'âge. Orvat, Andersley, des gars de 30 ans, il y en a à tonne, Pajot. Ben oui. Christophe, c'est le club de l'âge d'or, sacrément. C'est épouvantable, cette équipe-là. Il y a de l'ouvrage dans les Islanders, tu peux pas savoir. Il y a de l'ouvrage là-dedans à faire. Des gars de 34-35, c'est rempli dans l'équipe. Puis ils reconstruiront pas, parce que tous les noms qu'on te nomme depuis tantôt, le Bergevin, c'est pas un gars de reconstruction. Shannon, ça n'a pas tant marché. C'est Lou Lamoriello, c'est pas un gars de reconstruction. Fait qu'on va essayer. Puis Patrick Roy, on lui demande de faire des miracles avec cette équipe-là. Puis il en a fait pareil. Il y avait des miracles avec une équipe poche de même. Puis pas juste ça, avec Barzal qui a marqué à moitié de l'année. Ouais, d'ailleurs, Patrick Roy, c'est intéressant parce que quand Bergevin est à Montréal, c'est arrivé au moins une fois, mais je pense que c'est 2 fois que Bergevin a interviewé Patrick Roy pour des jobs, puis ça s'est pas bien passé, l'entrevue. Là. C'est 2 gars qui ne voulaient pas, en tout cas, du moins, Bergevin ne voulait pas travailler avec Patrick Roy à Montréal. C'est connu, là. Personne veut être le boss de Patrick Roy pour la raison facile à comprendre. Patrick veut manger ton sandwich. Il veut ton lunch. Il veut ta job. Mais même si le gars, mettons le propriétaire, dit écoute bien, là, toi, t'es le DG tout le temps, puis toi, t'es juste le coach, tu seras jamais le DG. Chris, je connais Patrick depuis longtemps, là. Patrick s'en calisse de ça. Là. Lui, dans sa tête, s'il veut être DG, il va être DG. Là. Il va changer d'idée. Il y aura toujours ça, toujours ça dans le fond de sa tête. Là. Donc, un gars pas trop sûr de lui, un peu émotif comme Marc Bergevin, même s'il a l'air d'un gars très, très sûr de lui, il veut pas avoir un gars qui veut manger son lunch tout là partant. Là. Mais t'imagines, le vibe? Ben, les deux le savent, là. Roy le sait, Bergevin le sait. Puis là, si Bergevin est embauché, Roy a un contrat de 3 ans, ils sont obligés de commencer ensemble. Oui. On ne dira pas Roy, là. Ils vont commencer ensemble. Mais le vibe, les deux savent qu'ils s'entendent pas et qu'ils ne voulaient pas travailler ensemble. Puis là, ils sont obligés d'être un mariage forcé. Ça peut donner de drôles d'émotions. Là. Puis Bergevin et Roy, c'est pas des gars en parfait contrôle de leurs émotions tout le temps. Ça peut donner un beau cirque, là. Écoute, j'ai hâte de voir, mais comme tu dis, c'est que ultimement, ça ne changera rien que peu importe qui est là, ils ne pourront pas faire de miracle en premier. Le line-up qu'ils ont là, je ne sais pas c'est quoi leur masse salariale, s'ils ont un peu de lousse là-dedans. Oh, oui. Là, ils ont de la place. Ils ont de la place. Oh, le plafond monte. Il y a quand même de bons joueurs qui se libèrent. Il y a quand même de bons joueurs qui se libèrent. Oui, mais il va y avoir beaucoup de misère d'équipes qui vont avoir de l'intérêt parce que tout le monde gagne un petit 5 millions de plafond salarial qui augmente. Ouais. Marner, ça va où, lui? Qui va prendre Marner? Je suis convaincu, puis je peux me tromper, je suis convaincu qu'il s'en va dans un marché où c'est zéro pression. Genre Utah.
Ah, genre Utah, genre les Ducks, Seattle, qui ont plein de jeunes qui ok. n'ont pas de... Oui, ben même... Seattle, même Seattle, je suis pas sûr. Je te dis pas qu'il y a une grosse pression, mais même Seattle, il y a, je sais pas, il y a un peu de culture hockey. Moi, je pense qu'il va aller encore plus trop que ça, là. C'est un genre d'aller Lightning, tu sais, ou quelque chose de... Même Panthers, le Matthew Tkachuk riait de la pression à Toronto. Arrête. Moi, je pense qu'il s'en va au sud. Il va faire beau à l'année longue où Marner va jouer au hockey. À l'année longue. Ouais. Mais tu le mettrais où? Tu le mettrais... Dallas, il n'y a pas de place. Puis Non. c'est pas le genre de joueur que Dallas veut. Je pense pas que c'est le genre... Bon. Tu sais, le Lightning, est-ce que c'est le genre de joueur... Écoute, c'est un joueur extraordinaire. Là. Tu sais, on l'a vu dans la Coupe des 4 Nations, mais je trouve que, tu sais, des fois, là, on s'énerve. Là. On s'énerve sur « Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. » Les playoffs, là, des fois, c'est une histoire d'un but, c'est une histoire de... Tu sais, je dis, faut relativer un peu. Mais des fois, il y a des styles de joueurs qui fit dans un système. Marner ne fit pas, mettons, dans le style des Panthers. Non, pas du je tout. suis pas certain qu'il fit dans le style du Lightning. Je suis pas certain qu'il fit avec... il pourrait se ramasser genre à Nashville. Nashville, ils ont une chance. Ils ont-tu... Nashville, c'est tabarouette. Il y a Ils du ont bonhomme déjà là. fait des mauvaises dépenses, Nashville. C'est ça l'affaire. Ouais. Eux autres, ils ont peut-être moins d'espace. Mais moi, je pense que c'est tu sais, une équipe comme les Ducks. Je reviens avec les Ducks. là. Attends, moi, t'as peu, là. Juste dire pour les Ducks, là. Ouais. Lui c'est un ailier droit, Marner. Oh, tu le mets au centre avec Léo Carlson, le flow, puis Cutter Gauthier, l'autre flow. M'excuse, là. T'as un des meilleurs trios de la ligue, là. Ah, puis t'as Non, McTavish ça, en arrière. S'il y a quelque chose qui oui. marche pas, t'amènes Mais McTavish. T'en as d'autres, ça là. peut être intéressant. là. Il n'y a pas de pression. Il sort puis il est en Californie tranquille. là. Moi, je pense que ce gars-là doit, en tout cas, j'espère que son entourage va y recommander d'aller où il se fera pas challenger comme il s'est fait challenger à Toronto. Hey, il s'est fait huer, là. Ouais. Dernier match, il s'est fait huer Ouais, pendant les jeux puis en mais sortant de la patinoire. t'as peu. Mais si le plus gros problème de Toronto, c'est pas Shanahan. Le problème de Toronto, c'était pas non plus le coach l'année passée, le O'Keefe, je sais pas trop quoi. Là. Oh. C'est pas Matthews, c'est pas Marner, c'est pas Nylander. Ouais, c'est quoi le problème? C'est pas sa foule. C'est les fans. C'est pas jouable, là. OK? C'est pas le fun. Sont pas reconnaissants. C'est des quitters. C'est des hosties de pas fins. C'est à l'image de la ville. C'est à l'image du marché. C'est à l'image du Canada, malheureusement. Hey, tu tires ton chandail en plein match alors que les gars jouent. Tu quittes l'aréna alors que tu as payé 2000$ le ticket. Ben, Chris, tu mérites de perdre. OK? Excusez-moi, là, à 4-0, puis dans le match où ils ont perdu 6-1, le premier 6-1. Ouais. Quand ils ont quitté, il y a quasiment la moitié qui ont parti entre la deuxième et la troisième. Il y en a qui disent, Jeff, puis Max, il y en a qui disent que brûler un gilet de sport, c'est comme brûler un drapeau. Oh oui, il y a ça, là. Tu fais pas ça. Non, Là, tu peux prendre ton gilet, puis tu le mets dans le tiroir. Ben moi, je vois Mais je veux dire, tu brûles pas ton gilet. Je vois des choses de même, là. Puis je suis un athlète. Puis dans mon agent, il y a un regarde, je suis agent libre, tu me trouves une place. Toronto, c'est je veux pas aller là. Je veux pas aller là, je veux pas jouer là, je veux rien savoir de la presse, je veux rien savoir des fans. Ils sont trop malades, Chris. Tu peux pas jouer dans un environnement comme ça, puis tout le temps être ses talons parce que t'as peur de te faire huer, t'as peur qu'ils se tournent contre toi. C'est des faux, c'est du monde pas fin. C'est du monde qui mérite ce qui leur arrive. Hey, la première game, le 6-1, je te le dis, là, 4-0. C'est pas fini jamais au hockey, là. OK? 4-0. Ben, on l'a vu hier. Tu l'as vu hier. C'est pas fini. 4-0. Commence la troisième période. Qu'est-ce qui arrive en troisième période? Matthews déborde le défenseur des Panthers. Se ramasse tout seul. Le défenseur des Panthers l'accroche un peu pour l'empêcher de lancer. Mais Matthews, après moi, il y avait un but là. C'était 4-1. Puis à 4-1, pénalité, pareil. Il arrive un autre but, maintenant. Là, les gars commencent à jouer ses talons en esti, là. Boum, tu viens d'avoir le meilleur comeback de l'histoire depuis longtemps, 4-4, puis tu gagnes 5-4 dans le supplémentaire, puis la série est maintenant 3-2. Tu sais, à un moment donné, la foule a fait partie de l'équation, Joël Vert. Elle n'est pas là pour nuire. 100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Ouais, mais Jeff, tu places où la foule de Montréal? Parce que je t'entends parler,
Je veux dire, les médias de Toronto, les médias de Montréal, la foule de Toronto, la foule de Montréal, la pression de Toronto, je vois la pression de Montréal. Montréal, ça n'a pas à voir avec Toronto. Ça n'a rien à voir avec Toronto. Montréal, ça n'a rien à voir avec Toronto. Ah, non, ça n'a rien à voir. Il y a de la pression, là. Et je veux dire, t'ouvres n'importe quoi. Parle à des joueurs qui ont joué pour le Canadien, là. Je veux dire, Joe Drouin, Guillaume Latendresse, Max Lapierre, d'un moment où ça va mal, c'est lourd jouer pour le Canadien. Là, c'est parce qu'on est en reconstruction. Oui, je dis pas que c'est pas lourd si tu compares avec marché Dortois, mettons Buffalo. Mais je veux dire, ça se compare pas à Toronto. Toronto, c'est un des marchés les plus chiens qu'il n'y a pas pour les joueurs. Mais les joueurs trouvent ça tough, Montréal. Je te le dis. Parce que là on a 3 ans on a la paix, là. Tu sais, il n'y a pas d'attente. C'est correct, là. Il y a un désintérêt. Les codes d'écoute ont baissé. Puis là, on a fait les séries, tant mieux. Mais quand ça va être le temps de gagner à Montréal, si malheureusement on se fait sortir en première ronde 2-3 années de suite, ton speech que tu viens de faire sur Toronto, ça va être le même sur Montréal. C'est sûr qu'il y a des partisans de Montréal qui vont brûler des chandails. C'est sûr qu'il y en a un qui va le pitcher sur la glace pour faire la une sur TikTok. Mais à la même place, puis grâce à une autre ville que je mettrais sur la liste de mon agent à pas aller. Tu peux pas jouer de même. Tu peux pas jouer. Regarde les Jets. Regarde les Jets de New York. Regarde, on pourrait te nommer un paquet de clubs. Tu sais, les Jets de New York. Tu regardes l'année passée. Ils ont un bon club. Ils ont un bon club. Ils ont tel gars. Ils ont foule de crackpots. C'est une gang de malades, pas jouable là. Si le bordel pogne, New York Post, la première page en arrière, les patents, regarde, c'est pas sain. C'est pas sain. À un moment donné, oui, c'est le fun d'avoir des gens passionnés, des gens crinqués, mais si ça devient que ça tourne au négatif, ça fait complètement l'inverse. Ça éteint tout le monde. Mais moi, je vais t'en donner une, Jeff. Je t'en donne une. Quand il va falloir gagner, quand on va être prêt à gagner, c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si jamais TVA Sport n'a pas renouvelé son contrat de télé, Québécois n'a pas l'habitude d'être gentil avec ses médias, avec ses non-partenaires sportifs. Tu sais, je veux dire, quand le CF Montréal, l'Impact était partenaire à TVA Sport était gentil, était à tous les entraînements, était à tous les points de presse, il faisait des magazines, il faisait des reportages. Là, il n'en parle plus, il en parle juste quand ça va mal, parce qu'ils n'ont plus les droits. Si Québécois n'a plus de droits avec le Canadien, crois-moi, les unes puis les titres du Journal de Montréal puis de TVAsport.ca, si ça existe encore, ou de TVA Nouvelles, Némite, Cube Radio, ça va être rough avec le Canadien s'ils choke comme les Leafs choke. Je te dis pas qu'ils vont choquer, mais je te dis la lourdeur du marché puis Québécois va faire partie de ça si jamais ils perdent les droits. Ça va être lourd à Montréal. On est mieux de gagner ici dessus, là. Hey, ça a l'air qu'à RDS, vu qu'ils n'ont plus de droits de hockey, la NHL, c'est genre à moins quart des nouvelles. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, pour les séries en ce moment? Oui. C'était quand il y avait la victoire de Montréal. C'est la victoire ou la victoire. C'était la première. Il ouvrait avec ça. Puis il y avait d'autres affaires de soccer, je ne sais pas trop. Puis là, vers moins quart, on commençait à tomber dans les playoffs de la NHL. Ça faisait 15 minutes que les nouvelles étaient commencées. Non, c'est innocent, ça. Puis quand tu regardes les codes d'écoute, il y a encore entre 320 et 400 000, des fois un petit peu. Là, mais quand même. Là. Qui regardent ça. Puis la victoire, là, je vais le répéter encore, bien le fun pour les filles. Je suis le fun de savoir que des filles jouent au hockey organisé. Mais c'est de la merde pareil. Okay? C'est un calibre. Ceux qui disent que c'est du midget 2B, je n'avais pas joué midget 2B. Là. OK, c'est pas du midget 2B. Là. C'est pas du midget 2B. Le premier trio... Le premier trio, tu sais, j'ai regardé, écoute, j'étais chez des amis là, qui regardaient les 3 prolongations, là. C'était un peu long par moment, là. Mais ton premier trio de la victoire, il y a quand même du calibre. C'est je sais pas c'est midget quoi, là. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de profondeur dans cette ligue-là, puis là, on va faire de l'expansion en plus, fait qu'on va diluer le talent qui est déjà dilué. Le problème, c'est ton 3e, 4e trio. Ça, c'est faible. Ton premier trio de la victoire, c'est quand même, tu sais, je dis Marie-Philippe Poulin, quand même, de faire du beau hockey. Il y a une couple de bonnes joueurs, mais ton 3e, 4e trio. Mais pas au point de mettre la première nouvelle, je comprends. Tu sais, comme si c'était. Arrêtez ça. Moi, j'écoute beaucoup de nouvelles un peu partout, puis je peux te dire qu'il y a une overexposition. Ben oui. Puis, je veux dire, c'est un peu la même chose aux États avec la WNBA, là, quand est arrivé Caitlin Clark. Là. Puis les Roses au soccer, là, les Roses de Montréal. Je veux dire, on en parle beaucoup pour des matchs qui, quand ils sont à la télé, font 30 000 de code d'écoute ou 40 000 ou 50 000 la victoire. Puis là, tu me parles de hockey. Le hockey, c'est 300, 400 000, même en série, même si le Canadien n'est pas là. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu feeds. Mais ça, c'est un autre problème, Jeff. La presse, des fois, fait ça dans sa section sport. J'ouvre, ça me parle d'haltérophilie, des roses, puis d'une autre affaire. Puis ça me parle pas du Canadien ou de hockey. Puis après ça, ils sont comme, il n'y a pas personne qui a lu notre section des sports. Ouais, mais donne la nouvelle que les gens veulent. Parle des sujets que les gens demandent. Essaie pas de créer une demande sur autre chose. Exactement. Hey, vite de même, avant que tu partes, Yannick Bouchard, le gars qui était à RDS, finalement, c'est réglé, cette histoire-là. Il est pas. Parce qu'il a comme remis sa démission à Cogeco pour
justement, c'est un genre de plan, là, puis ça semble avoir fonctionné. Bell n'a pas suivi. Ils ont comme laissé tomber la poussière, puis on dit, gars, on va le réintégrer, puis mea culpa, merci, bonsoir, on commence. Ouais, ben ça ressemble à ça. Je pense que tu l'as résumé. Je peux te donner des détails, mais je pense que tu as très, très bien résumé. Là, mettons, c'est un film, tu as le synopsis parfait. Il va revenir en ondes la semaine prochaine, lundi prochain. On m'a dit peut-être le lundi d'après, mais sous toute réserve, c'est la semaine prochaine, lundi. Il revient en ondes. Bell Media ne voulait pas avoir un congédiement au 98.5 parce que si le 98.5 avait congédié Yannick Bouchard pour sa niaiserie des vulves aux funérailles, Bell Media aurait senti une obligation de faire pareil pour pas avoir l'air d'un mauvais citoyen corporatif. Tu comprends? On aurait eu la pression, fait qu'on aurait voulu... On n'aurait pas eu le choix de congédier à son tour. Fait que Yannick Bouchard, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sauvé sa job en partant lui-même du 98.5, puis RDS a aimé. En plus, Yannick Bouchard n'a pas été congédié, il est parti par lui-même. Fait qu'ils ont réussi à lui donner sa job. Ce que j'ai pour toi, c'est que le soir où il a envoyé ça à Caroline Proulx, son 2 vulves aux funérailles, il voulait envoyer ça à un membre de l'équipe du matin de Cogeco, mais il s'est trompé. Et moi, ce qu'on m'a dit, puis j'y crois à 99,999%, il n'y a pas d'histoire de collègue qui a pris son téléphone. Okay? Non, c'est sûr. C'est probablement ça qui l'a calé le plus, là. Exactement. C'est comme Guillaume le Métis-Vierge devant l'arbre où c'est écrit le mot en N. Va pas dire au monde que tu l'as pas vu puis que t'es pas raciste puis c'est du hasard. Tu sais, je veux dire, l'angle de caméra est parfait. On est tanné des excuses que tu nous prends pour un cave. Ça, pleinement. Mais le soir même, Yannick Bouchard aurait parlé avec Caroline Proulx. Il aurait dit à Caroline Proulx qu'elle allait s'excuser le lendemain à la radio. Le chef de cabinet de Caroline Proulx et le boss de 98.5 se seraient parlé. Il y avait une entente. Si Yannick Bouchard donnait des excuses sincères, Caroline Proulx faisait pas de tweet, elle réclamait rien, puis elle allait pas de l'avant, OK? Puis elle acceptait les excuses, puis c'était tout. Mais quand elle a entendu les excuses, encore une fois à la radio d'un collègue qui a pris son téléphone, c'est là qu'elle a en tout cas, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'elle a pété un plomb, puis c'est là qu'elle est sortie publique. Encore une fois, c'est les excuses qui ont été le problème. Et ce qu'on m'a dit, c'est que Yannick Bouchard s'est excusé sincèrement. Il est vraiment désolé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait son petit chemin de croix. Il a parlé à Caroline Proulx. Il a parlé à son entourage. Puis Caroline Proulx se serait mêlée aussi de l'histoire pour qu'il garde sa job. Parce qu'elle voulait pas qu'un autre père de famille ou gars perde sa job, une autre famille perde sa job. Fait que à ses yeux, qu'il parte de Cogeco, c'était assez aussi. Mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a trop de monde qui ont perdu des jobs pour des niaiseries. Là. Puis c'est pour ça que hier, j'ai défendu Nathalie Normando puis Luc Ferrandez. C'est pas des gens que j'aime beaucoup, mais je les haïs pas, là, mais je veux dire, on n'est pas dans la même gang. Mais tu sais, je trouve ça too much. Le sujet, il est touché. Peut-être que leur vision n'est pas correcte. Pantoute, zéro. C'est pas encore une fois, pas le fond. Le fond. On a le droit d'avoir pas raison. On a le droit de faire des erreurs. On a le droit de dire des choses qui sont très sensibles pour certains, etc. Puis d'avoir des positions qui sont un peu plus extrêmes que, mettons, la moyenne. C'est la raison pourquoi les gens écoutent, d'ailleurs. C'est la raison pourquoi il y a de l'intérêt à aller cliquer sur des articles que tu fais, que les gens vont écouter telle ou telle vidéo. C'est qu'il y a des gens plus colorés que d'autres. Il y a des gens qui sont prêts à aller un peu plus loin que la ligne qui est tracée dans le sable pour essayer de faire réagir. Si on n'a pas ça, la société va devenir beige, tout le monde va avoir peur. Il faut arrêter de canceller. Puis moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour ce gars-là. Je connais pas, j'écoute pas beaucoup RDS. Je connais pas, mais je trouvais que ça n'a aucun sens. Là, à un moment donné, c'est peut-être pas gentil. Là. Je connais pas tout le contexte du 2 vulves. Là. Je comprends que... Mais tu sais, à un moment donné, il n'y a pas mort d'homme, là. Il n'y a pas... Puis qu'elle soit fâchée. Elle peut être fâchée, mais es-tu vraiment fâchée tant que ça, là? C'est que c'est mélangé avec ses émotions. Je veux dire, elle vit un deuil difficile, c'est sa mère, ça n'a pas été une mort facile, qu'on m'a dit. Fait qu'elle c'était pas le moment. Mettons, le pire moment pour envoyer cette mauvaise blague-là puis se tromper de destinataire, c'était là. Mais tu as raison, puis je vais juste ajouter un petit point à ce que tu dis, Jeff. Les gens qui dépassent la clôture et la ligne, d'un bord comme de l'autre, sont très utiles à la société parce qu'ils nous rappellent elle est où la ligne. T'sais, si personne ne la dépasse jamais, si personne ne s'approche jamais de la clôture, mais la clôture va toujours se refermer. Ça prend des gens qui vont proche de la ligne ou qui la dépassent ou qui font des niaiseries pour qu'on se rappelle. La ligne, on l'a déjà ramenée. Les deux lignes se sont déjà rapprochées beaucoup. Là. Oui, surtout la ligne d'un côté. Surtout la ligne d'un côté. Il y a une ligne de clôture qui s'est rapprochée pas mal. Oui. Il y en a une autre que c'est beaucoup plus des erreurs de jeunesse que l'autre. Mais là, il n'y a plus de place parce qu'on va tous perdre. Même l'autre gang va perdre si on se rapproche trop. Puis c'est le temps de laisser un peu d'espace pour que justement... C'est dans le débat, c'est dans les moments où il y a des gaffes qu'on...
Tu sais, moi, j'ai trouvé que leur débat, j'ai écouté leur affaire. Oui, OK. Mais je veux dire, ça jase. Là. Quelqu'un qui a jasé il y a 20 ans ou 25 ans, le premier qui a jasé il y a 20-25 ans de l'aide médicale à mourir, il a passé pour un extrémiste. Là. Oui. Mais 25 ans plus tard, il y en a. Ah, puis le débat de Ferrandez-Normando, je veux dire, moi, j'ai le droit de finir ça en me disant, hey, man, ils l'ont échappé, à mon avis, OK, pour vrai, ils sont allés, je comprends, mais ça, je suis pas d'accord. Mais Colin, ça m'aura fait réfléchir en tant que citoyen sur la place des gens qui sont lourdement handicapés dans notre société. Exact. Et un jour, quand il y aura je sais pas moi, une proposition de subvention avec nos impôts pour telle affaire, mais j'ai plus d'idées dans ma tête pour pouvoir me positionner par rapport à ces choses-là. Puis quand je rencontrerai des parents de personnes, c'est utile. Puis des fois, les débats, malheureusement, se terminent mal ou vont dans des zones qu'on voulait peut-être pas aller au départ, mais c'est crissement utile pour qu'on avance puis qu'on se fasse une vraie idée. Que si tout le monde me dit, Max, t'as pas le droit de penser. Come on, man. Je veux penser par moi-même. Puis des fois, malheureusement, ça prend des mauvais débats ou une mauvaise personne dans un débat pour me rapprocher de l'autre côté puis changer mon idée de base. Tu sais, Luc Ferrandez, quand ils l'ont engagé, Luc Ferrandez, c'est un extrémiste, là. Tu sais, je veux dire, c'est un gars radical. C'est un gars qui a des positions extrêmes sur un paquet de choses à gauche. Ben, vous avez un gars qui va vous donner des coups de gueule à un moment donné qui vont être extrêmes et radicales. Là. Je veux dire, c'est ce qu'il est. Là. Mais il a juste à sortir et dire qu'il est de centre droit puis il va être correct. Oui, exact. Hey, vite de même avant que tu partes. BPM Sport, il arrive quoi avec ça? Est-ce que c'est toujours en vente? Est-ce que les groupes qui étaient là, j'avais entendu des noms, j'avais entendu Olivier Primo, j'ai entendu Sylvain Chamberlain, j'ai entendu toutes sortes de mots à travers la business de la radio, là, ça jase. Donc, est-ce qu'il y a encore des acheteurs potentiels? Est-ce que BPM est encore à vendre? Où on est rendu avec ça? Là? OK. Moi, je ne peux pas te parler par rapport à ce que j'ai fait ou pas dans tout ce processus-là. OK? Les papiers sont signés. Par rapport aux autres, Olivier Primo, les nouvelles que j'ai eues, c'est qu'il était là, mais il n'est pas premier. Il y a un autre groupe qui a voulu, qui a démontré d'intérêt parce que la station, elle est à vendre. Ils ont engagé. Là, donc, le réseau est à vendre? Le réseau est à vendre. Montréal, Québec, Gatineau. Il y a un autre groupe qui a voulu embarquer dernièrement. On s'est fait dire qu'il était trop tard. Fait que vas-y avec tes conclusions. S'il est trop tard, que la station est à vendre, ben, ça veut dire qu'elle est pas mal vendue ou qu'on est dans les étapes finales. Oui. Puis si je te dis qu'Olivier Primo n'est pas premier, si je t'en parle en ce moment, c'est que je suis pas là. Il n'y avait plus beaucoup d'autres groupes et il y a un groupe radio qui ne répond pas, qui donne pas de signe de vie, qui fait les choses exactement comme d'habitude tu les ferais si c'était toi qui étais l'acheteur. Et c'est le groupe d'Arsenal Media. C'est Sylvain Chamberlain. Ils ont déjà une vingtaine, c'est pas près de 30 radios au Québec. C'est un gars de sport qui connaît son sport, qui aime le sport. C'est un gas qui, dans toutes ses radios, il n'y en a pas à Québec puis il n'y en a pas à Montréal, alors que le réseau BPM, c'est Québec, Montréal et Gatineau. Je suis pas capable de te confirmer que c'est lui officiellement, mais tout point ben moi, vers au lui. début, là, quand le processus était lancé, j'ai vu tous les groupes qui étaient intéressés, j'ai dit, ça va probablement finir dans les mains de Sylvain. Je connais Sylvain un peu, pas mal. Là. Puis, je sais comment il fonctionne, puis toute la patente. Il y a juste une chose. Si vous êtes les artisans à l'intérieur du réseau, à l'intérieur de la boîte à Montréal, Sylvain Chamberlain, c'est un gars qu'on aimerait qu'il gère notre ville. Là, OK? C'est un gars qui fonctionne partout au minimum du minimum. Et il n'y aura plus de salaire à 150-200 000. Il n'y aura plus d'overstaff. Ça va être au strict minimum, mais c'est probablement la seule chose qui reste à faire si jamais ils veulent garder ce réseau-là en vie. Il faut que ce soit géré parce que tu ne peux pas perdre de l'argent ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut que tu en fasses. Donc, j'ai l'impression que si c'est Sylvain Chamberlain, il va y avoir tout un nettoyage à l'intérieur. Moi, je sais qu'il va garder le sport. Je sais que c'est un gars de sport. Il va probablement même prendre quelques stations dans quelques marchés qui pourraient s'additionner à ça pour les convertir. Ou ça, attends, Jeff, ou il pourrait garder Montréal en sport, transformer Québec-Gatineau dans une de ses marques. Il y a une marque country, il y a une marque adulte, ou whatever. Ça. Oui. Et prendre un show ou 1 heure de show ou 2 fois 1 heure de show de BPM Sport et de les envoyer réseau, fait qu'il ferait après tout le Québec. J'ai un exemple de 5 à 6. Après le retour, il pourrait avoir un show à BPM Sport qui serait seulement à Montréal, mais on le mettrait partout au Québec. Ça, c'est une option qui est possible. Puis tu parles de Sylvain Chamberlain, c'est un genre de Dodge guy. C'est un gars qui ne va pas accepter qu'il y ait de l'argent mal dépensé. Ah non, oublie ça.
Mais c'est un gars qui est prêt à dépenser de l'argent pareil. C'est pas comme un... Comment je pourrais dire? Il n'est pas cheap dans le mauvais sens du terme. Il est juste très intelligent avec son argent. Je dirais que c'est un bon gestionnaire. C'est un gars qui réussit à faire de l'argent dans des stations de radio à travers le Québec qui ne devrait même pas en faire. Donc, ça veut dire qu'il doit faire quelque chose de pas pire. Il y a beaucoup de marchés là-dedans que tu te dis, bien, comment il fait pour garder cette station-là ouverte? Mais il a réussi. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il fait un 50 de profit là, un 25, un 80, un 60, un 35. Le gars ne fait jamais 500 000 par station, mais c'est des stations de radio qui perdaient probablement tout le monde, 200 000 par station. Puis il a transformé ça en profit de 25, 30, 40, 50 000. Et il centralise bien les choses, Jeff. C'est un gars intelligent. Je veux dire, il y a ses bureaux d'Arsenal, les pubs sont produites là, la comptabilité est faite là, il y a du routage qui est fait là. Fait que, chaque station dépense moins parce que c'est la force du nombre. Arsenal, la compagnie fait plein de choses pour chacune des stations. Fait que, il va faire une belle structure. Moi, si j'ai un conseil à y faire, puis je sais que des fois, soit qu'il nous écoute ou soit qu'il y a du monde alentour de lui qui nous écoute, fait que s'il s'est rendu là, j'y fais un conseil. Il peut le suivre ou pas, mais mon conseil, c'est dans les contrats de tes animateurs et de ton staff, tu peux pas arrêter le 30 mai ou le 6 juin parce que c'est comme ça que ça marche à C'est quoi? À Énergie, au 98.5, puis dans le marché de Montréal, puis à Rouge, puis à Rythme. T'es BPM Sport, t'es pas comme les autres. Ton compétiteur numéro 1, c'est Radio Circulation. Puis je dis pas ça pour rire de BPM Sport, au contraire, mais t'es ultra niche. T'es une niche sportive, donc tu peux pas te comparer nécessairement aux autres gros réseaux. Tes contrats, tu rajoutes 4 semaines. Il faut que ça finisse après la Coupe Stanley. Une saison des sports, voyons. L'horaire des radios sport n'est pas la même que l'horaire d'une radio musicale. Mais non. Il faut que tu te rendes là, repêchage, joueur autonome. Moi, juin... Ailleurs en Amérique, les radios de sport, tous ceux qui font du sport, il n'y a pas de saison. Là. C'est 12 mois par année. Il y a toujours quelque chose qui roule dans le sport, ça finit jamais. Là. Puis les stations, mettons Radio X, là, hors sondage, il y a encore des animateurs réguliers. Là. Je veux dire, ils prennent pas toutes 12 semaines, 13 semaines l'été, une semaine pendant l'année, 2 semaines à Noël. À un moment donné, tu peux pas avoir autant de vacances que ça. Mais je le dis, là, dans les coulisses, dans les 10 dernières années, 8 ou 9 fois, mon mois le plus payant dans l'année, c'était juin. Fait que si tu as une entreprise dans le sport, tu dois être là en juin pour la Coupe Stanley, pour le repêchage, pour les transactions, puis pour les joueurs autonomes. Ben ça, c'est la différence entre les vieux médias et les nouveaux. On vient de le voir. Là. C'est la flexibilité, c'est de comprendre comment ça marche maintenant, de voir les statistiques en temps réel, de voir le data en temps réel. Tu viens de nous en donner là. C'est des gens qui ne sont pas de cette époque-là. Ils sont mêlés un peu. Là. Si tu arrêtes ton staff à 30 mai, alors que tu es encore dans les playoffs de la NHL, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hey, thank you, mon ami Max. Dans lescoulisses.com, mais regarde, le meilleur mois s'en vient. Oui, c'est ça. Une semaine du meilleur mois, donc ça va être payant. mais que tu passes à Québec, tu vas nous payer un lunch. Tu vas être toi le plus riche, parce que nous autres, en juin, c'est de la merde. C'est pour ça qu'on s'en va le 24, d'ailleurs. On s'en pogne avant la fin de la saison, là, en passant. Donc, anyway, il nous reste quoi encore? 3 semaines de hockey, facile? Facile, 3 semaines de hockey. Donc, il nous reste du temps pour jaser un peu. Max Truman, dans lescoulisses.com, dans le vestiaire. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe Hamel est avec nous autres. On a jasé 1 heure avec Joe sur la version Prime. On vous garde un sujet qu'on a jasé avec lui pour les gens sur le live, les pirates cheap. Je rencontre plein de pirates cheap, je vous adore. Ils sont fiers d'être cheap pour ça, pas moi de ça. Et avec Joe, on parle de Éric Duhem et de Arthabascar.
Hey, on a un sujet qu'on avait, quand on a jasé tantôt, un des sujets qu'on voulait revenir sur ce qui se jase depuis quelques jours, c'est ce qui se passe dans Arthabasca. Et surtout la stratégie d'Éric pour remporter cette place-là. Il y avait des gens de Victo hier au tournoi de golf où tu étais avec nous autres. Il y avait des gens de Plessisville. Ton chum est originaire de Plessisville, d'ailleurs, avec qui tu jouais. Donc, Arthabasca, c'est prenable. Mais moi, je pense que Arthabasca, c'est plus gros que Terrebonne. Ça n'a rien à voir avec beaucoup d'élections qui sont des élections partielles parce que c'est un enjeu qui va devenir national. Donc, Arthabasca, les gens qui sont là-bas, vous avez peut-être entre les mains le sort du budget familial de plusieurs familles de peut-être 500 à 1000 $, 1200, dépendamment comment vous roulez vos voitures. Vous avez peut-être un impact dans votre... pour qui vous allez voter, si vous votez pour Éric, on le sait. Là. Si Éric gagne Arthabasca et qu'il frappe continuellement sur l'histoire de la bourse du carbone, qui a un impact direct sur 25-30 cents le litre actuellement au Québec, ça, on sait ce qui va arriver. La CAQ va pogner les nerfs, vont avoir peur, ils vont se dire « Oh, là, les chances d'être réélus sont vraiment minces si on n'enlève pas la bourse. » Le PQ va aussi reculer. Tout le monde va pogner à chienne avec ça. Éric va pouvoir rouler un Christy de bout jusqu'à l'élection générale. Ça risque de lui amener beaucoup, beaucoup de gaz, sans jeu de mots. Donc, c'est très important ce qui est en train de se jouer dans Arthabasca. C'est pas une élection partielle ordinaire. Non. C'est, Écoute, la victoire d'Arthabasca pour les conservateurs, c'est à peu près le deuxième but des Stars hier. Là. Ça a changé la game complètement. Ouais, exact. Ça l'a mené à la victoire. By the way, comment ça Wyatt Johnston parle mieux français que le premier ministre du Canada, Jerry? C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est bizarre. Ben non, en fait, je le sais, je te posais la question, là, mais tu sais que je pense que sa mère vient de Mont-Saint-Hilaire où il est un Québécois. Je savais pas ça. Ouais. Il reste assez drôle. Mais pour revenir à ce que tu disais, Jeff, toujours facile de faire une petite parenthèse avec le hockey. Mais non, effectivement, c'est vraiment une prémisse. C'est extrêmement important pour les conservateurs de gagner cette partielle-là. Je pense que ça met la table. On a devant nous, là, écoute, Éric a un but ouvert devant lui. On a devant nous l'effondrement de tout le narratif de la tarification du carbone. Ça fait 2-3 ans, j'en parle structurellement. L'élection de Trump, ça a été un peu, je pense, le premier jalon qui a été posé là-dedans. C'est pas soutenable là-dedans. Il y a un écœurement. C'est maintenu de façade par les médias. Regardez, tu en as parlé beaucoup cette semaine, là, les espèces d'experts qui succèdent à Radio-Canada puis dans la presse pour dire que au final, non, on va bénéficier de ça. Continuez de payer comme des cochons, puis au final, on va bénéficier de ça. Mais il n'y a jamais de mesurable, il n'y a jamais de livrable. L'impact sur le climat est négligeable. Finalement, on se rend compte que c'est un slush fund. Le fonds vert, c'est un slush fund de la CAQ. C'est un slush fund des libéraux avant. Là, c'est un slush fund de la CAQ. Ils utilisent ça à des fins politiques pour garrocher de l'argent à gauche et à droite qui les sert politiquement. C'est pour ça qu'ils veulent pas l'abolir. Puis il n'y a pas de suivi là-dessus, là. C'est ça la différence avec, mettons, des crédits qui sont attribués dans les ministères, etc. Il y a des suivis, je veux dire, il y a quand même une certaine imputabilité. Dans le fond vert, nobody gives a shit, là. Fait qu'il faut se départir de ça. D'ailleurs, le PQ est fourré, là. Parce que là, PSPP s'est avancé. Tu vois que le gars, il est pas bon. Premièrement, il n'y a aucun instinct politique parce que, d'ailleurs, le candidat qui a annoncé qu'il était de centre-droit, Jeff, c'est un peu déjà peinturé d'un coin. Parce que le monde, un peu de droite, savent que c'est pas vrai. Puis la très grande majorité de la base du PQ est à gauche. Donc, tu t'en vas, tu vas antagoniser ta base pour faire une espèce de mascarade dans une partielle, dans un comté en région. Et là, tu penses que ça va finir? Pour justifier ton candidat que t'as pas screené comme du monde en passant. Là. Exact. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a des candidats, il y a des députés du PQ, ben, ils sont quoi, 5, là, ça fit d'une caravane, ce monde-là. Là. Le caucus du PQ, ça fit d'une caravane. Il y en a un ou deux qui ont sorti en disant « Non, nous autres, on n'est pas de centre-droit », qui va à l'encontre du spin du PQ dans Arthabasca. Et ça, c'est très drôle ce qui est en train de se passer. Là. Puis PSPP est fourré parce qu'il a dit qu'il allait baisser les taxes sur l'essence, mais il a pas dit comment. Alors que la position d'Éric Duhem est beaucoup plus soutenable. Lui, il dit « Moi, je vais éliminer le fonds vert complètement. On arrête de percevoir cet argent-là, puis on arrête de la distribuer dans des asti-niaiseries comme c'est le cas actuel. » Fait que c'est l'effet budgétaire est neutre. Il y a pas de... on va pas couper des services. Alors que PSPP, on pourrait leur retourner la question parce que, rappelle, chaque fois qu'on avance des baisses d'impôts, de taxes, ne serait-ce que sur X ou dans les discussions, les astis de gauchistes nous disent tout le temps « Ouais, mais vous allez couper quoi, là, Jeff? Vous allez couper quel service? » On peut demander à PSPP, si t'enlèves pas le fonds vert puis tu baisses les taxes sur l'essence, vous allez couper où?
Ça, je pense pas que c'est une question qui passe avec ses militants puis sa base électorale, qui est très majoritairement de gauche. Là. Faut le rappeler, le PQ, il y a encore une espèce d'illusion dans l'inconscience populaire, puis dans les médias, puis dans le politique québécois. C'est pas le PQ de Bernard Landry puis de Lucien Bouchard. Là. C'est un parti éco-socialiste de gauche, donc il a hérité à peu près tous les appuis de QS. Il y a beaucoup de monde autour de PSPP, c'était des gens qui étaient dans QS ou dans des trucs environnementaux plutôt radicaux. Ouais. Donc, c'est loin d'être quelque chose de modéré, de centre. Là. C'est un parti de gauche, puis ce parti-là ne devrait pas être élu dans le Tabasca. Puis Éric doit maintenir à 100% la stratégie actuelle. Le seul dossier qui compte, c'est le dossier du prix du gaz. C'est juste lui. Et si on veut revenir sur PSPP, bon, on a plein de vidéos qui ressortent de lui, de ce qu'il a dit, parce que ce gars-là dit n'importe quoi, là, sérieux, il n'est pas très solide. Là. Pas très solide, très fling-flang. Moi, je pense pas qu'il y a eu de due diligence dans absolument rien dans l'histoire de ce candidat-là. Pas capable d'aller revoir les déclarations qu'il a faites. Regarde, en sortir une, là, c'était avec Michel Leblanc, je pense, Chambre de commerce de Montréal. Chambre de commerce de Montréal. Oui, il n'y a pas 6 mois, d'après moi. Là. Donc, sous un gouvernement péquiste, vous ne baisserez pas les impôts. Over my dead body. Le chef du Parti québécois a persisté. Mais tu sais que c'est pour ça qu'il déteste, tu sais, toute cette frange-là du PQ, les médias, tu sais, le régime TM, là, hashtag le régime, il déteste X, il déteste les médias précisément parce qu'on est capable de leur remettre ça d'en face. On est capable de faire une synthèse de tout ce qu'ils ont déclaré, alors que dans un monde où il y avait juste les médias traditionnels, tant que tu contrôles l'éditeur et une couple de chroniqueurs, c'est toi qui façonnes le message. Exact. Là, ça leur fait vraiment chier qu'on montre à quel point PSPP il est à la tête d'un parti socialiste, parce qu'ils sont en train de tenter de nous spinner que c'est un parti de centre dans le Tabasca. Puis c'est pas vrai. Puis là, on est en train de démontrer que c'est complètement le contraire. Non, le gars a fait à peu près toutes les promesses. Tu sais, le PQ, quand t'enlèves l'aspect du référendum puis certains aspects nationalistes, c'est littéralement le Parti libéral de Trudeau ou le NPD. C'est le net zéro, toutes les astis de folie woke. Là, ils vous disent que non, là, non, c'est un parti qui s'est recentré. Non, c'est un parti de gauche avec des visées éco-socialistes qui veulent modifier drastiquement le mode de vie des Québécois. Puis ça, pour que ça soit dit à tous les astis d'électeurs d'Arthabasca. Ils veulent que vous finissiez avec des tracteurs Lion électriques, pas de char dans le cours, puis un voyage par 2 ans. C'est ça le pire. C'est ça. Exact. Qu'est-ce que Éric doit faire? Mettons que tu as à jaser avec Éric. Qu'est-ce qu'Éric doit faire pour que ça fonctionne dans Tabasca? Parce que, tu sais, je sais que c'est serré, mais d'après moi, ça peut basculer. On le sait, là. Tu sais, des fois, on ridiculise un peu le comportement des Québécois dans leur manière de voter. Ils sont très émotifs. On l'a vu avec Carney, on l'a vu avec le chèque de la CAQ. Dernièrement, la dernière élection générale, on sait comment ils sont capables de switcher d'un bord et de l'autre. Mais ça, il faut tourner ça à notre avantage. OK? Ça veut dire qu'ils sont capables de virer de bord, mais pour nous autres aussi. Donc, si on les touche dans le cœur en ce moment, là, il y a des gens qui ont mal financièrement. OK? Et si on est capable de répéter un discours clair, où on va oublier que les médias, ils nous ont dit qu'Éric Duhem, il est méchant. Éric Duhem, il est pas fin. Éric Duhem, il est coucou. Éric Duhem, il est passé. On oublie ça, on enlève ça. Et Éric Duhem devient le good guy, puis eux autres deviennent le bad guy. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour que cette patente-là rentre dans la tête du monde, mais surtout les touche au cœur? Ben, premièrement, il faut qu'il continue. Éric l'explique vraiment bien. Là. Regardez la conférence de presse qu'il a faite, je pense, il y a 2 jours. Éric explique structurellement le prix du gaz comme personne au Québec. Là. Il explique les taxes, qui perçoivent les taxes. Les journalistes sont même pas capables de suivre. Éric devait reprendre des journalistes qui savaient même pas comment les taxes fonctionnent sur l'essence. Donc, il doit continuer de faire cette pédagogie-là, d'expliquer aux Québécois, puis surtout aux électeurs d'Arthabasca, que la majeure partie du prix de l'essence, c'est des taxes. Et dans ces taxes-là, il y a une partie qui est tarifée par la Bourse du carbone que maintenant seul le Québec a. Et la Californie. Là. Donc, c'est une folie que seuls les Québécois ont et qui n'a aucun impact sur le climat. Là. Les Québécois ne sont plus capables de payer ça parce que il y en a jamais eu. On n'aurait jamais dû. C'est ça le scandale, Jeff. On n'aurait jamais dû accepter ça. Puis il n'y a jamais eu vraiment de débat là-dessus. Ça nous a toujours été présenté un peu comme un fait accompli. Les choses sont comme ça. Chaque fois que les gens, tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on en parle, il y a eu certaines critiques, mais il y avait quand même une adhésion en Occident là-dessus, alors que là, c'est en train de s'effondrer. Là. Moi, je le prédis, la fin de la tarification du carbone, on va le voir dans cette décennie-là. Là. Il va rester juste la Californie, des places de fous de même.
Mais ultimement, le Québec va devoir sortir aussi, parce que Non, même la Californie, ça ne tiendra pas. La Californie, non plus. La Californie est sur le bord de switcher républicaine. Moi, je pense qu'on va voir ça dans le prochain... D'ici 3, 4, 5 ans, je pense qu'on le vit déjà. On l'a vu dans la dernière élection. Gavin Newsom est en train de swinger cet État-là vers un État plus démocrate. On va voir la fin de la bourse du carbone. Les démocrates vont devoir se recentrer. T'sais, le futur, c'est pas AOC puis Bernie Sanders. Peut-être qu'on ne sait même pas c'est qui le futur représentant, le futur leader démocrate. Bref, tout ça n'est pas soutenable. Puis la seule chose qui maintient ça au Québec, là, c'est l'illusion des experts et des chroniqueurs puis l'espèce de propagande médiatique du régime. À partir du moment que tu es capable de percer ça, puis on est capable maintenant avec les médias, là, Éric doit faire des stunts clairs. Éric doit aller à la pompe, là, tanker un pick-up dans Arthabasca, là, un F-250 avec un trailer en arrière, puis dire, regardez, là, vous voyez le prix, là, ça coûte 300$, c'est supposé coûter 160$ au lieu de 300$. C'est ça. Rappelez-vous de Harper en 2006, je pense, quand il avait mis un collant de 5% au lieu de 7%, ça attaque. Très efficace. Très efficace. Le monde a compris, OK, je vais baisser de 2% les taxes sur les produits et services. Je comprends. On savait pas, là. Le monde Québec, doit faire l'équation. PSPP, la CAQ et les libéraux égale, ça me coûte plus cher de gaz puis de taxes. Alors que les conservateurs me disent que je paye trop cher, puis la réalité, c'est qu'on paye trop cher. C'est un scandale. C'est des milliards qu'on donne. C'est dans le feu. Ça donne rien. Je dis pas, OK, on s'endette, mettons, la ville s'endette ou la province s'endette pour créer des infrastructures. C'est débattable, là. Mais au moins, t'arrives. Ça donne rien. On s'est fait fourrer là-dedans. C'est une lubie de communistes. On ne sait même pas ce que l'argent va vraiment. Là, on sait même plus. Il n'y a pas de suivi. C'est un slush fund. Le Québec doit... en fait, la position modérée, là, c'est d'abolir le fonds vert. Oui. Tous ceux qui disent le contraire là, ont le fardeau de la preuve. Puis Éric doit maintenir ça, doit continuer de maintenir la pression. Le PQ est fourré. Là. Le PQ, d'ailleurs, PSPP va devoir expliquer à ses militants de gauche qu'il faut abolir le fonds vert et la tarification du carbone. Il le fera jamais parce qu'il sait qu'il va perdre sa base. Puis en même temps, s'il veut pas éliminer le fonds vert, il va falloir qu'il explique la baisse d'essence en éliminant des taxes, il va la financer comment. Fait que c'est un no-win, là. C'est un catch-22. Il s'est peinturé lui-même dans un coin. Faut profiter de ça, là. Quand tu mènes par un but, t'en scores 2 autres. C'est exactement ce que Éric Duhem doit faire actuellement. Il est parce très que bien là, parti. Là, Legault a dit hier, il n'y a pas de baisse d'essence envisagée. C'est quand même un peu capoté. Excellent. Là, je pense que c'est les petites PME ou je sais pas trop qui là, qui ont sorti aujourd'hui, ont dit non, là, nous autres, là, ça commence à nous étouffer pas mal. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Donc, ça commence à... Je pense que même, écoute, Éric me disait hier, je pense que l'UPA a même sorti contre la Oui, l'UPA, la semaine passée, l'UPA. C'est incroyable, là. C'est un syndicat, là. Oui, syndicat qui a 2 mains dans la terre en passant, là. Ah oui, ça a toujours couché avec le PQ, ça. Fait que, exact. Quand même, hein? Exact. Donc là, t'as ça. Puis le PQ s'est peinturé dans le coin cette semaine avec leur député. Il y a un député qui a gagné dans Jean Talon, là, un peu à tête enflée. Là. Oui. Lui, je pense big. Là. Mais il les a calés un peu. Le gars qui se magasinait un poste de ministre à la CAQ. Là. Exact. Puis là, lui, le gars, il sort et il dit n'importe quoi un peu. Il dit, mais je pense qu'il a positionné le PQ à la place qu'on veut qu'il soit à cet endroit-là, d'ailleurs. C'est-à-dire que lui, il dit... Ben, c'est 8 milliards, là. C'est 8 milliards qui sont essentiels au Québec, là. On peut pas... Non, il a dit le Québec a reçu 8 milliards de revenus avec la taxe sur la bourse du carbone. Exact. Donc, lui, il voit ça comme une business. Il voit pas ça comme on a appauvri les Québécois de 8 milliards. Lui, il voit ça comme une genre de business. D'ailleurs, les journalistes reprennent un peu cette phrase-là en disant, en demandant à Éric, coudon, le 8, ça va nous coûter combien, ça? Ça va nous coûter 0? Ça va nous coûter 0. Et il a très bien repris le journaliste là-dessus. Là. Très bonne intervention d'Éric. Ça, tu vois, c'est le consensus du Dôme. C'est le consensus du Uni Party. Que ça, c'est des revenus, puis ça retourne. Tu sais, l'argent qui rentre dans l'État québécois, ça retombe un peu comme des Lucky Charms sur le Québec. Tu sais, c'est comme l'arc-en-ciel, puis c'est des Lucky Charms. Puis là, tout le monde... Il n'y a absolument rien de ça qui n'aurait pas une calice de scène. Exact. Ça donne fucking rien. Fait qu'il faut juste arrêter de voler le monde, là. Puis ça commence par éliminer la bourse du carbone et Éric Duhem doit doubler la mise là-dessus. L'élection, elle est là, la question électorale. Puis tu le vois, Jeff, il commence à paniquer. Que Québécois commence à spinner qu'il faut éliminer la taxe sur le carbone, là. Tu sens que t'as pogné, tu sens que
t'as de quoi entre les mains, là. Parce que là, ils tentent de recentrer le PQ sur cet enjeu-là, mais ils sont fourrés à cause de leurs déclarations passées, ils sont fourrés à cause de leur base radicale qui veut pas en tout aller dans cette direction-là. D'ailleurs, ça pourrait être drôle, je pense qu'il y a un candidat QS dans Arthabasca ou une candidate. Fait que le fait de pouvoir se positionner à droite, il y a des votes péquistes plus de gauche qui peuvent aller à QS, là. Oui. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas perçu ça, là. Il y a une fuite de votes. C'est juste bénéfique pour les conservateurs, ça, là. Ah oui. Est-ce que tu penses que Legault est fourré aussi, là? Donc, Legault est fourré avec ça. Il commence à avoir de la pression. Donc, lui, ça veut dire qu'il va retarder. Probablement, il va se dire, OK, ce sujet-là va être oublié au mois de juillet. Le beau temps va être là. Les Québécois vont avoir la tête ailleurs. Ils vont oublier ce passage-là. Ça veut dire qu'il va retarder le plus possible l'élection, le plus loin possible. Le vote doit se tenir en septembre, je pense, c'est ça? C'est le maximum qui peut aller, oui. Bon, fait qu'il va déclencher début août, genre. Il va attendre au maximum. Il n'y a aucun intérêt politiquement à déclencher avant. La CAQ est dans le bas-fond. Là, il y a probablement ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'il y a des guerres internes. Là. Il y a des guerres à l'interne de la CAQ. François Legault dit qu'il veut rester. Il y a du monde qui veut le tasser. C'est plus soutenable. Un peu comme on voit à l'heure actuelle à la CAQ ce qui s'est passé juste avant l'exclusion de Justin Trudeau. Là. Les députés sont tous rayés de la carte. Là, la CAQ, ils ont l'air... Les gens réalisent pas. Les gens pensent pourquoi? Ah, c'est le premier ministre, il y a des ministres. Ces gens-là, c'est des zombies. Là. Ils sont morts, mais ils savent pas qu'ils sont morts. Là. La CAQ est rayée de la carte. S'il y a une élection demain matin, la CAQ, elle est rayée de la carte. Elle est rayée de la région de Québec. Là. Oui. Si les maths électorales fonctionnent, ne serait-ce qu'un peu favorablement, là, le PCQ peut avoir 15 comtés demain. Là. Oui. C'est ça la réalité, puis ils le savent, puis ils commencent à paniquer un peu, puis ça, c'est excellent. C'est excellent ce qui se passe, là, la dynamique pour les conservateurs. Et comment Éric peut... oui, je comprends qu'il peut, connaissant Éric, je pense qu'il est capable de spinner un genre de twist très bourse du carbone à la Harper qu'on a parlé tantôt. Je pense que ça, Éric est très bon là-dedans. Il est capable de le faire. Mais comment il peut crédibiliser ce qu'il va dire au niveau des gens? Tu sais, les gens vont dire, mais là, tu vas être seul à travers la patente, la CAQ, ils ne sont pas obligés de t'avoir. Ils ont 94, ils vont pas t'écouter. Comment il va être capable de vendre que non, ça leur a un effet domino, ce qu'il peut se passer dans Arthabasca et qu'ils vont tout pogner à chienne, puis que ça peut être très dommageable pour la CAQ, c'est clair, mais même pour celui qui est en haut d'un sondage, c'est le genre de patente qui peut les faire dégringoler très rapidement. Il faut qu'ils vendent ça, que même s'ils arrivent seuls là, ça va avoir un effet domino, cette affaire-là, sur toutes les autres partis qui restent de gagner l'élection qui s'en vient. Non, absolument. Écoute, Éric doit être honnête avec les électeurs d'Arthabasca. On ne formera pas le gouvernement après cette élection-là. Là. Les promesses que je vous fais, je veux dire, moi, je suis un porte-parole et j'ai bien aimé l'expression qu'il a utilisée à son lancement. Le porte-parole d'un Québec qui est oublié. Le Québec des régions, le Québec productif, le Québec des PME. Puis le vrai consensus québécois, il est là. Qui est totalement absent de l'Assemblée nationale avec des votes unanimes sur des motions de Québec solidaire. Ça, c'est un scandale. Oui. Fait que le message qu'il doit porter aux électeurs d'Arthabasca est le suivant. Il dit, envoyez donc une police d'assurance à l'Assemblée nationale. Envoyez un vrai parti d'opposition. Soyez là les précurseurs au Québec. Là. Le Québec a besoin des gens d'Arthabasca pour envoyer un vrai parti d'opposition. C'est vous autres, c'est entre vos mains, ça. Puis il doit leur donner le fardeau de ça. Puis là, il faut que les électeurs sentent qu'ils ont un devoir à accomplir dans Arthabasca, puis ils en ont un. C'est historique, ça, cette élection-là. Là. C'est historique. Moi, je suis d'accord avec toi. Les conséquences potentielles d'une victoire conservatrice là, sont énormes. Ils sont extrêmement bénéfiques. Moi, je pense que ça met la table pour tapisser la carte électorale conservatrice québécoise de Portneuf jusqu'à Joliette. Là. Entre les deux, là, ça devrait tout être conservateur, ces comtés-là. Puis dans le concours de Québec, la région Bellechasse. D'ailleurs, hier, c'est tellement des... Tu sais, la Rive-Sud de Québec, tout ça que j'allais à la tempête. Ben, j'étais allé au tournoi de golf hier. Puis, tu sais, moi, je vais souvent... Je connais Québec, je vais souvent à Québec, mais tu sais, Bellechasse, Lévis, c'est pas une région que je connais. T'sais, moi, je pensais toujours, tu sors des ponts, puis Lévis, c'est là. Bon, ben, c'est bien plus loin, puis t'as tout en arrière, tu sais, la tempête, c'est là. Toute cette région-là, c'est des régions d'entreprises. Il y a des manufactures, il y a des... Puis c'est un peu la même chose avec Drummondville, Victoriaville, le centre du Québec. C'est des régions très similaires, ça, Jeff. C'est des conservateurs, c'est comme la Beauce,
Il n'y a pas de raison que ces gens-là votent pas de conservateurs. C'est des conservateurs économiques. Québec, c'est des fonctionnaires. La Rive-Nord, c'est des fonctionnaires. Fonctionnaires. Oui, il y a des entreprises, mais je veux dire, généralement, c'est des fonctionnaires. Beaucoup de gens à la retraite, des fonctionnaires. Quand tu traverses le pont, tu me le disais hier, Lévis, Chaudière-Appalaches, tous ces coins-là, c'est beaucoup... Lotbinière, c'est l'ADN de la Beauce. Ben oui. 100%. Bellechasse, tout le temps. Des garages, des shops d'usinage, de Olimel. Là, tu as une autre affaire de... C'est pas des petites PM, c'est des grosses entreprises. Là. Tu vois que c'est entrepreneur. Beaucoup d'argent sur la rive-sud de Québec. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Puis le centre du Québec, ça me fait penser à ça aussi. Tu sais, Drummondville, c'est ça un peu aussi. Oui. C'est un peu le pourtour nord. Là, non, mais t'as raison. Drummond, tu t'en vas après ça vers la Beauce, tu descends jusqu'à Lévis, tu prends ce grand cercle-là. Même plus loin. C'est la même ADN. Mais la Côte du Sud qui ont voté conservateur, la Côte du Sud. Là. Donc, tu parles de Montmagny. Oui, Montmagny. Embarque Montmagny là-dedans. Ça va voter conservateur. Ajoute à ça, tu as un volet agricole aussi. Historiquement, c'est conservateur. Ces gens-là, Éric doit porter le message, vous êtes attaqués directement par tous les partis à l'Assemblée nationale. Ces gens-là vous méprisent, méprisent vos familles, méprisent votre style de vie. C'est eux les radicaux, là. Puis quand même qu'ils disent que c'est moi qui est indésirable à la radio, à la télé, mais c'est lui le liner. Moi qui va porter... C'est lui le liner. Cette gang-là, l'uniparti vous méprise. C'est lui le liner sur lequel il faut frapper, Joe. C'est cette phrase-là qui peut être répétée over and over. C'est exactement ce qui se passe. C'est ça. Moi, tu vois, Jeff, moi, je pense qu'ils savaient PSPP pour le passé de Boissonneau, mais ils sont tellement arrogants qu'ils pensaient que ça allait être spiné dans les médias, que ça allait durer une journée. Fait qu'ils ont pensé, on va garocher ça. Ça, c'est le mépris pour les gens d'Arthabasca, c'est de penser qu'un animateur de radio de Québec, le Morning Man de Québec, de Radio-Canada, littéralement de gauche, peut être présenté dans un comté où les gens ont des orientations idéologiques et économiques complètement à part. Et même avec ce passé-là, lui pensait, il avait l'arrogance de penser que ça durait une journée ou deux, puis ça serait jamais c'est pour ça qu'il est en crise, parce que eux autres, leur planification, moi je pense qu'ils savaient, là. Il a dit, parce que c'est public, là, je pense pas qu'il l'a caché. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils sont en maudit, c'est parce que le plan qu'on leur a présenté, ça l'a dérapé complètement parce que les conservateurs l'ont exposé, puis on les a un peu... On les a challengés là-dessus, puis les médias ont été obligés de réagir, tu sais. Mais il est là le scandale. C'est qu'eux autres pensaient que ça allait passer comme du beurre dans le poêle, cette affaire-là. Là. Ouais, les caves d'Arthabasca, les médias vont parler de ça une journée. Là. Après ça, tu vas voir, le PQ t'en avance des sondages, ils vont voter pour nous autres. T'as rien qu'à dire que t'es de droite. Il y a une forme d'arrogance, c'est clair. Les caves d'Arthabasca, t'as rien qu'à dire que t'es de droite un peu, puis tu viens de la région. Ils vont te croire. Oui, ils vont te croire. Exact. Mais la concentration... Il y a la concentration du message, puis moi, j'embarque avec vous autres là, à 100%. Puis je ne sais pas, là, je vous dis ça de même, là, il y a certains sujets, il ne faut pas que tu embarques trop là-dedans. Exemple, je donne un exemple. Là. Mais il y en a d'autres sujets, là, mais il y en a un, mettons. Là. Les patentes de garderie là, qui se passent présentement, là, avec la ministre, puis là, les places en garderie, puis les cibles. Quand tu embarques là-dedans, tu es fourré. Parce que là, tu te mets dans le milieu. Il y a deux bonnes femmes qui chicanent, puis tu te mets dans le milieu. Ça, c'est pas bon. Il y a des sujets, je sais pas quels, mais il y a des sujets que dans la campagne à Arthabasca, il ne faut pas que tu touches à ça. C'est du poison. En fait, il n'y a même pas intérêt à changer le message de... Parce que c'est le portrait de ce qui ne fonctionne pas au Québec, l'histoire de la bourse du carbone. La majorité des Québécois payent ça et sont en désaccord, mais ils ne le savent pas encore parce que ça n'a jamais été exposé de manière... Ça n'a jamais été exposé et il n'y a jamais eu de pédagogie. Il n'y a jamais eu de vrai... Tu sais, j'écoutais, Jeff, hier, on écoutait les deux experts à RDI Économie. C'est une émission absolument risible, là, à enlever économie du nom. Là, c'est RDI Propagande. Deux experts qui disent exactement la même affaire avec une petite touche un petit peu différente pour supporter un narratif du parti au pouvoir et du régime. Mais tu sais, les gens qui écoutent ça de bonne foi ont jamais vraiment la contrepartie qui est souvent la bonne. Donc, c'est une surprise pour beaucoup de monde. Ouais, en tout cas, cette affaire-là de taxe carbone, comment ça qu'on paye ça? Puis finalement, c'est comme un fonds, on donne ça dans des affaires green qui n'ont aucun impact. Les gens devraient être en maudit, là. Les gens devraient être objectivement en maudit par rapport à ça. Et c'est à ça que ça sert la politique en passant. Vous attisez la haine des électeurs pour... C'est littéralement ça la politique depuis la nuit des temps.
Oh, oui, exactement. S'il n'y avait pas de scandale de même, il n'y en aurait pas d'Inde. Parce qu'ils ont toujours la prétention de l'administration gouvernementale québécoise, c'est comme c'est immaculé, ça. C'est une machine, là. C'est des gens désintéressés, ça n'a pas d'agenda, ça accepte les deniers publics et c'est placé et c'est administré de manière totalement neutre et pour le plus grand bénéfice du hashtag bien commun. C'est pas vrai. Vous faites fourrer. 80% de l'argent meurt dans ma Chine puis à soutenir une casse de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires trop payés. C'est ça la réalité. Mais mon point de tantôt, c'est qu'il ne faut pas être trop de sujets. Quand tu as trop de sujets, tu perds... Reste centré. Il n'y a pas besoin de parler d'autre chose. C'est ça le scandale. Puis aussi, Jerry, l'avantage, c'est que c'est un dossier que tout le monde peut comprendre. T'sais, tout le monde met du gaz dans le char puis tout le monde est en crise. C'est ça. Te rappelles-tu un sujet qui a coulé les libéraux en 2018? L'histoire de l'épicerie à 75$. Philippe Couillard est tellement un politicien mauvais que lui, au lieu de dire, d'admettre son erreur, que non, vous avez raison, ça n'a vraiment pas de sens de faire l'épicerie pour 75$, il a doublé la mise, il a même fait un menu, vous savez, vous pouvez faire du steak haché, du macaroni le lendemain. Oui, alors c'est ça. Tout le monde, que tu sois multimillionnaire ou que tu sois sur le BS, tu le sais que tu peux pas faire l'épicerie pour 75$. Et tu vois comment ils sont caves. Fait que le dossier de la taxe carbone, c'est exactement la même chose que le prix de l'épicerie. Tout le monde le comprend parce que tout le monde met du gaz dans le char puis tout le monde est en crise. Fait que Éric Duhem doit continuer de frapper sur ce clou-là. La victoire dans Tabasco, c'est ça. C'est de démontrer le consensus des partis à l'Assemblée nationale qu'ils avaient à maintenir cette taxe pernicieuse-là qui vole les Québécois depuis quoi maintenant 10 ans. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ting, ting, ting. Oh boy, oh boy, oh boy. L'aubergiste n'était pas là la semaine dernière. Non, il n'était pas là la semaine dernière. Il y a 2 semaines, on avait été faire un petit tour dans la Loire, donc avec un muscadet tout à fait, un muscadet de rêve. Extraordinaire bouteille. Il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines, on était au cœur du Chianti Classico. Et je vous dis ça parce que c'est pas compliqué. On peut aller sur radiopirate.com et voir justement les anciennes chroniques de l'aubergiste. Voir et écouter? Oui, voir et écouter. On peut aller fouiller un peu dans le vieux, en fait, compte. Donc, je sais quoi, c'est une douzaine de semaines qu'on peut voir sur le site. Donc, j'ai manqué l'aubergiste. Tu peux voir ce que. Tu sais, moi, je fais ça quand je vais Quand je vais me chercher une bouteille. Non, quand je vais me chercher une bouteille, des fois, je me dis, j'aimerais ça avoir un blanc, mettons, pour boire avec des fruits de mer. Fait que là, des fois, j'ai pas de nom en tête, vite de même. Là, j'ai dit, je vais aller voir les chroniques que Jerry a faites. Ben oui. Puis là, je tombe là-dessus, puis là, je vois le titre, puis je vois la photo de la bouteille. Exactement. Ça, c'est le fun. Puis le lien, puis là, puis tu cliques sur la bouteille, puis là, tu as le lien pour la SAQ. Tu peux voir quelle SAQ que les bouteilles. Donc, c'est ça qui est le fun. Tu ne vas pas te déplacer pour rien. Puis là, j'essaie d'interrompre quelqu'un à la SAQ qui est en train de parler de son horaire avec quelqu'un d'autre. Oui. Pour lui demander conseil. Puis là, ils vont t'aider. Parce qu'ils sont gentils. Ben oui. Ils sont beaucoup de monde, mais ils sont gentils. Ben oui. Donc, cette semaine, on n'a pas le choix. Là. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas passé par l'Espagne. On n'a pas le choix. Donc, il faut toujours faire un petit détour par l'Espagne. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Viva Espagne. Donc, on s'en va dans direction le nord, le nord-ouest de l'Espagne. On l'appelle l'Espagne verte, la Galice, la Galicia. Pourquoi l'Espagne verte? Parce que c'est très facile à comprendre. C'est la région, la place en Espagne où il y a le plus de pluie. Donc, on est dans le nord-ouest d'Espagne. On est au nord du Portugal. Donc, c'est... Donc, il mouille comme ici. Non, pas comme ici. Non, pas autant qu'ici. Ça, c'est sûr. Sauf que c'est plus vieux, c'est plus verdoyant. C'est ça le bon mot. Et cet endroit-là, une des places là-bas, reconnue mondialement, l'appellation Rías Baixas. Rías Baixas, c'est là qu'ils font des vins blancs. Les vins blancs espagnols
ultra populaire avec le fameux cépage Albarino. C'est bon Dieu. L'Albarino, c'est bon, puis c'est des vins qui sont très, très frais. C'est des vins, écoute, tu as toute la brise de la mer là, qui est là, puis c'est un coin extraordinaire. Donc, l'appellation en Galice, la Galicia, très, très réputée pour les Blancs, mais il y a des places de rouge. Et justement, la Ribeira Sacra, donc c'est le côté sacré, si on peut dire, à l'intérieur des terres. On est plus loin de la mer un peu. On est à l'intérieur des terres. Donc, c'est une place qui est traversée par le fleuve Minho. Ce fleuve-là, Minho, qui fait en partie la frontière entre le Portugal et l'Espagne, dans ce coin-là. Donc, c'est un endroit très montagneux. La Ribeira Sacra, c'est montagneux. Là. C'est impressionnant. Avec des forêts, avec des vignobles à flanc de montagne. C'est vraiment impressionnant. C'est fou. Et justement, ce coin-là, oui, il y a l'Albarino aussi, mais il y a le Mencia, donc le cépage typique du nord de l'Espagne, le fameux Mencia. Et là, on est vraiment d'altitude, là. 400, 500, jusqu'à 600 mètres d'altitude. Et là, on voit où ce qu'ils vont faire pousser le raisin rouge. Ils vont le mettre franc-sud sur le côté de la montagne pour aller chercher le maximum de soleil. Donc, c'est des techniques ancestrales. Donc, en réalité, on est où? Tout près de la ville d'Orance. Orance. La bodega s'appelle Rectoral de Amandi, un vignoble en terrasse, dans la montagne. On parle même de certains endroits où le vignoble, la vigne est plantée. Il y a une pente de 85 %. Ceux qui ramassent le raisin là, c'est des courageux. C'est pas pour rien qu'il y a 4 régions en Espagne où ils ont un certificat de viticulture, et c'est le certificat héroïque qu'ils appellent. Oh oui. Il y a 4 endroits en Espagne. C'est remis par le gouvernement pour dire que ceux qui ramassent le raisin dans ce coin-là, c'est un peu comme des héros. Parce que, tabarouette, la job est tough. C'est ramasser à la main, là, dans la montagne. Déjà que faire des genres de vendanges, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Quand t'es pieds plats, imagine-toi dans la montagne. Non, c'est vraiment, c'est capoté, là. Donc, t'arrives là, la Rectoral de Amandi, une bâtisse ancienne, mais qui était toute rénovée, là. C'est de toute beauté. Et eux autres, ils ont plusieurs vins, parce que c'est quand même une assez grosse bodega. Et ils ont une bouteille, mais c'est celle-là que je veux vous parler, qui est, puis je vous le dis, là, c'est un vin espagnol, mais vous allez, pour les amateurs de vin espagnol et de vin portugais, vous allez voir qu'il y a il y a un peu de portugais dans ce vin espagnol-là. Donc, Matilda Nieves. Matilda, c'est un prénom d'une jeune fille. Nieves, je crois que ça veut dire 2 choses. Ça veut dire la neige. Nieves, c'est la neige. Donc, à ces endroits-là, quelquefois, l'hiver, il y a un petit peu de neige dans le haut des montagnes. Et aussi Nieves, parce que c'est souvent les Espagnols, ils ont 2 prénoms. Donc, Matilda Nieves, c'est le prénom d'une jeune fille qui peut-être qu'aujourd'hui est plus jeune, mais c'était, on va dire, ils ont pris son nom pour faire cette bouteille-là. Donc, c'est une bouteille qui était médaillée avec le temps. Donc, c'est 22,55 la bouteille. Moi, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Comme je vous le dis, c'est un style, c'est un style espagnol, mais il y a un peu de portugais à travers, vraiment. Donc, à l'œil, un beau violet brillant. Au nez, c'est typique du cépage Mencia. Là. Au nez, là, tu vois qu'il y a un petit côté là, tarte aux framboises. Tarte aux framboises qui ont cuite, là. Vous voyez un peu le style et le goût, justement, oui, très framboisé, avec des tanins arrondis, très fruité. C'est un vin sec, mais le fruit ressort beaucoup, avec des notes un petit peu de réglisse au fond. Et des fois, le Mencia, des fois, on détecte beaucoup de poivre dans certains Mencia, mais pas celui-là.
Non, il n'y a pas de poivre, celui-là. C'est vraiment plus, justement, la framboise, la réglisse. Et c'est très juicy. C'est parfait. Ça, c'est un vin qui va être parfait avec un genre de bocadillo. Un bocadillo, c'est quoi? C'est un sandwich, tout simplement. Tu sais, un sandwich bocadillo. Tu vois, en Espagne, tu vois un bocadillo. C'est jambon, fromage, un bocadillo. Oui, moi, j'ai mangé beaucoup ça. Ben oui, sandwich, jambon, fromage, ou même, tu sais, un burger. Tu sais, tu vas te faire un beau burger en fin de semaine. Tu sais, un beau burger, tu te dis, je vais prendre un verre de vin avec un beau hamburger, gros steak, des grosses viandes, là, avec du fromage. Là. Ça va être parfait. Justement, tu sais, viande, fromage, tu sais, le mix des deux. C'est parfait. Ou même, tu veux dire, un smoke meat. J'y ai pensé, c'est drôle, j'ai dit, un smoke meat, ça ferait très, très bien avec ce genre de vin-là. Très juicy. Donc, Matilda Nieves, un Mencia de la Ribeira Sacra. On est au cœur de la Galice. 22,55. Ça vaut 22,55. 13 d'alcool, 2,4 grammes de sucre au litre. Et même, c'est drôle parce que je pensais à ça en mangeant. Je disais, oui, ça pourrait faire aussi avec, tu sais, un hot dog avec des saucisses, des grosses saucisses italiennes. Tu sais, les grosses saucisses avec un petit peu de moutarde, avec un petit peu un peu de moutarde mayo, avec un peu de fromage dedans. Là. Tu finis de parler de bouffe. Non, mais... Tes talents. Non, je sais, mais moi, je pense juste à ça, la bouffe. Moi, la bouffe, moi, je veux toujours manger. Fait que je fais comme ça. Donc, Matilda Nieves, viande, fromage, entre 2 tranches de pain, c'est parfait. Vous allez adorer ça. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ding, ding. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate.